Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée. Je m'appelle Gisèle Rousseau et je suis la présidente du groupe qui organise cette conférence. Ce groupe travaille également sur le plan personnel en réalisant des défis et en améliorant sa confiance en soi, notamment. Pour toute autre information, nous sommes à votre disposition et il y a des flyers d'explications disponibles sur la table d'accueil. Au nom du groupe organisateur, je vous remercie tous d'être présents ce soir. Maintenant, je vais céder la place à Edgar qui va nous présenter Monsieur le conférencier. Merci et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Dernièrement, je pense à un ami, et je vois cet ami, je me dis tiens, il y a longtemps que je ne l'ai plus vu. Téléphone qui sonne, l'ami en question sonne pour aller manger un bout avec lui. Quel hasard. J'ai une entreprise et il m'arrive que de temps en temps, je me dis tiens, un tel client je ne l'ai plus vu, et je vois le client, je vois sa voiture, c'est sûr que dans la journée il me sonne pour prendre rendez-vous. Coïncidence. Je suis face à un problème. Je suis face à un problème pour organiser cette soirée ce soir de salle. Il me fallait trouver une salle, je voyais la salle qu'il me fallait, le budget qu'il me fallait, et bêtement en fouillant dans des mails, je vois la Covid. Tiens, la Covid, je contacte la Covid et nous sommes là ce soir. C'est l'exemple, c'est hasard, qu'on appelle les synchronicités. Je suis sûr que vous en vivez tous les jours. Et pour nous expliquer ce que les synchronicités, je passe la parole à Daniel Jadot. D'abord, merci pour me donner l'opportunité de discuter en fait devant vous des synchronicités et merci d'être présent donc ici. Alors, on va démarrer d'abord pour un peu me présenter puisque bon, je ne suis pas sûr que vous connaissez. Donc, de formation, je suis biologiste avec un doctorat et j'ai suivi toute une série de formations. Oui, au départ, j'ai travaillé pendant 25 ans dans ce qu'on appelle le drug discovery. Donc c'est dans l'industrie pharmaceutique, en fait, c'est pour comment une entreprise pharmaceutique ou biotechnologique découvre un nouveau médicament. Bon, je travaille dans ce monde-là pendant un certain nombre d'années, donc je les connais très très bien. Et puis, maintenant je devrais changer d'ailleurs, parce que j'ai mis toujours 17 ans. Il faudrait que j'ajuste un peu le chiffre, parce que maintenant, ça fait presque 20 ans, j'ai commencé à suivre des formations, entre autres en hypnose, puis en PNL, et puis d'autres formations. Donc je passe ici, vous pouvez lire. Ça va? Je ne suis pas dans votre chemin. Un certain nombre de formations, et entre autres une formation en mécanique quantique. Donc ici, bien entendu, quand on parle des synchronicités, à un moment ou à un autre, on va aborder en fait le problème de la mécanique quantique. Ce n'est pas une conférence sur la mécanique quantique, hein. J'en ai touché un tout petit mot là, avant que tout le monde arrive. Quand je donne une conférence, parce que j'en ai déjà donné sur la mécanique quantique, ça dure 3 heures. Hein. On fait un break parce que 3 heures, c'est un peu long. C'est un break physiologique quand même, c'est important. Et encore, je ne fais que l'aborder, mais pour que vous compreniez vraiment ce que c'est que la mécanique quantique, parce que c'est un monde tout à fait à part. Je vais quand même, j'ai repris quelques dias de cette conférence, et donc je vous montrerai quand même quelques aspects qui sont étonnants, je pense, de mon point de vue. Donc j'ai une formation en mécanique quantique, entre autres avec Jacques Reffker, qui a donné les conférences ici, dans cette salle-ci, mais également Jean-Pierre Garnier-Mallet, avec ce qu'on appelle les ouvertures temporelles, pour ceux qui ont déjà entendu parler, et puis également avec Philippe Bogola, qui a travaillé avec Jean-Pierre Garnier-Mallet, bon, qui sont des physiciens quantiques, hein, c'est vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans. Bon, il y a également les neurosciences, je suis tombé dans la marmite des neurosciences, donc ça me passionne, et donc ce sont les applications des neurosciences que j'applique tous les jours moi, avec mes patients. Je suis également consultant sur Vivacity, la vie du beau côté. Ça fait presque 4 ans maintenant. Et un peu pour... donc le 21 décembre, eh bien, donc c'est à 13h, hein, de 13h à 15h. Enfin, maintenant, c'est raboté à 14h30. Oui, c'est raboté, maintenant c'est plus 2h, c'est 1h30. Enfin, bon. Et on va parler du lâcher-prise. Comment lâcher prise?
Alors cette émission sera un peu différente par rapport à toutes les autres que je vais donner, parce que là je vais commencer par un exercice. Je vais expliquer l'exercice et je vais inviter les personnes qui peuvent l'appliquer, de l'appliquer chez elles, ou même au travail, c'est possible. Et puis ensuite, s'il y a des résultats, toujours ainsi bien entendu, eh bien, que les personnes téléphonent durant l'émission et on discutera en fait pour voir les résultats, etc. Donc ce sera assez pratique en fait, il y aura un exercice. Bon, après je discuterai des modèles. Il faut expliquer quels sont les modèles qui sont derrière l'exercice, mais ce sera essentiellement un exercice. Et puis au mois, le 15 janvier, ce sera comment rallumer la flamme intérieure éteinte. C'est une de mes patients d'ailleurs qui m'a, son mari lui a dit ça, je lui ai dit tiens, ça c'est une idée pour faire une conférence, enfin pas une conférence, mais une émission sur l'université. Et puis arrêtez de vous battre contre votre inconscient. Voilà, il y a une vidéo en fait qui s'intitule comme ça. Je suis à plus de, maintenant je suis presque à 25 000 vues. Arrêtez de vous battre contre votre inconscient. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous vous battez contre vous-même. Donc il y a tout un cheminement, une compréhension, en fait, de dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Donc je l'invite le 19 février à venir écouter, si c'est possible. Alors, ici, je vais venir avec un certain nombre de notions. Et il se pourrait que vous soyez fort étonnés. Quand on commence à aborder la mécanique quantique, d'ailleurs, Niels Bohr a dit, quand vous étudiez la mécanique quantique, si vous n'avez pas le tournis, eh ben c'est que vous n'avez rien compris. La mécanique quantique. C'est un monde un peu spécial, quand même, un peu bizarre. Alors ici, bon, je vais l'aborder un petit peu, donc vous allez voir. Alors, je vous invite... Alors, bien entendu, il y a des gens qui vont être sceptiques, hein, bon, on a toujours des sceptiques, mais je vous invite à dire, tiens, ça pourrait être intéressant. Donc, je vous invite à avoir cette ouverture d'esprit et de dire, ah ben, tiens, c'est quand même bizarre ce qu'il est en train de raconter. Et comme je vais vous expliquer des expériences qui ont été faites, ben, on va discuter un peu des expériences et des résultats surtout. Alors, si vous vous intéressez au monde de la mécanique quantique, vous avez peut-être entendu un livre qui a été publié, donc en anglais c'est What the Break Do We Know, en français il a été traduit par Que sait-on vraiment de la réalité. La mécanique quantique réfléchir un peu, je dirais, sur la réalité, sur ce que nous croyons être la réalité, qui est en fait un peu différent de ce que nous on croit, généralement. Donc si vous vous intéressez en fait à la mécanique quantique, je vous invite à... Ce livre est toujours disponible, maintenant il date, mais c'est des interviews de toute une série de personnes, donc ce qu'on appelle des opinion leaders dans le monde scientifique, c'est-à-dire des spécialistes dans leur domaine, en mécanique quantique, mais également en neurologie, il y a une astrologue, etc. C'est extrêmement ouvert, c'est très intéressant. Il y a une chamane aussi, je pense, si je me rappelle bien. Alors il y a également un film, bon il était en anglais, mais maintenant il a été traduit, et c'est ce film-là. Donc si la mécanique quantique vous intéresse, oh là, pardon, je me trompe de bouton. Ce livre-là et ce film peut être intéressant pour commencer à aborder. Bon, ce sera une histoire sans fin. Vous allez commencer à mordre et vous continuerez fort, enfin peut-être, à continuer à lire, parce qu'après il y a plein de livres, maintenant il y a des physiciens qui écrivent des livres. Alors, les synchronicités. Une histoire improbable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est l'histoire, je dirais, de deux hommes. D'abord, le premier, c'est Carl Gustav Jung, qui est un des pères fondateurs, je dirais, de la psychanalyse. Pour moi, c'est le plus grand psychanalyste qu'on a jamais eu. On parle toujours de Freud, oui, okay, mais Freud avait une vue un peu simpliste, hein, en rapport avec le sexe, etc. Lui a une vue beaucoup plus large, en fait, et a été exploré, on va dire, des mondes psychiques, des mondes différents qui sont extrêmement intéressants et que j'utilise, moi, dans ma pratique. Et puis, il y a l'autre, Wolfgang Pauli, le monde de la mécanique quantique. Ils ne devaient pas se rencontrer, ces deux-là. Ils vivent dans des mondes, mais complètement différents. Alors, pour la petite histoire, vous avez Jung ici et Freud là. Quand, bon, il y a une vingtaine d'années de différence entre les deux personnes. Alors au départ, Jung était l'élève de Freud, d'ailleurs, c'était son élève spirituel, et Freud croyait que c'est lui qui allait reprendre d'ailleurs toute la psychanalyse, etc. Et
Jung s'est senti un peu coincé dans le modèle, en fait, donc un peu trop restrictif, parce que tout était rapporté à la sexualité, c'était la boîte de Pandore, il ne faut surtout pas ouvrir, etc. Bon, lui a exploré d'autres mondes, et bon, l'inconscient collectif, les archétypes, etc. Donc je passe les détails. Donc il s'est détaché et il a continué à travailler dans son coin, je dirais presque seul, une grosse période de solitude. Et, entre autres, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à émettre l'idée, en tout cas ce modèle de synchronicité, et je vais un peu vous expliquer mais comment c'est arrivé, avec deux exemples, comment c'est arrivé en fait dans sa tête. À l'époque, ce n'était pas évident. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez le monde de la mécanique quantique qui se développe. Alors ici, j'aime bien de montrer cette photo-là parce que c'était un congrès de Solvay, le 5e, en octobre 2027. Vous avez Pouly, si vous le reconnaissez, il est là. En 1927. Et en fait, ici, sur 29 participants, il y a 17 qui vont obtenir le prix Nobel. C'est une photo extraordinaire, en fait, parce que je pense qu'il y a nul endroit autre où on a pu rassembler, en fait, autant de... il y a une place de ce côté-là. Il y en a là. C'est en Belgique, donc on se prend un peu à des pédales, Voilà, donc ces deux mondes qui vont se rencontrer. Alors pour la petite histoire, en fait, Wolfgang Pauli a eu quelques petits problèmes, on va dire, d'ordre psychologique. Et comme c'était un Autrichien, hein, c'est un Autrichien au départ, mais il a travaillé à Zurich, il était prof de physique quantique, on va dire, pour simplifier les choses, à Zurich, et donc il était proche, parce que lui, c'est un Carl Gustav Jung, c'est un Suisse allemand, donc il a travaillé. Et donc il a voulu faire une psychanalyse en fait avec Carl Gustav Jung, mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il a donné la psychanalyse donc, à une de ses élèves, parce qu'il voulait travailler scientifiquement, je veux dire, parce que il faut savoir, à l'époque, c'était le début de la mécanique quantique, hein, c'était un monde, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est des chercheurs qui ont fumé la moquette, hein, tous ces gens-là. Enfin, il y avait une dizaine de chercheurs, là, physiciens, qui étaient en train de développer un modèle, mais qui était tout à fait avant-gardiste à l'époque. Et donc, ils ont travaillé ensemble. C'est Carl Gustav Jung qui a développé donc, cette notion de ce modèle de synchronicité, mais c'est Wolfgang Pauli qui lui a apporté, en fait, des réponses par l'intermédiaire de la mécanique quantique. C'est pour ça que synchronicité, hein, pour répondre à votre question, et mécanique quantique, ben, c'est sûr que c'est lié. Hein. Il n'est pas possible de les séparer, donc ils sont liés l'un à l'autre. Donc on va surtout discuter, bien entendu, de Carl Gustav Jung. Alors, comment est-ce que cette idée de synchronicité est venue dans la tête de Carl Gustav Jung? Eh bien, en fait, il y a deux histoires qui illustre. Hein. Donc ça c'est la maison en fait de Carl Gustav Jung, donc le long du lac de Zurich. Bon, il est clair que Carl Gustav Jung est quelqu'un qui faisait beaucoup d'introjections, donc il avait besoin de marcher, de réfléchir. Et un jour, il marche avec un ami à côté de lui, alors, ils sont dans la forêt et il marche, mais il ne parle pas parce que lui, vous savez que la marche est très hypnotique. Hein. Quand vous marchez comme ça, c'est très monotone, et puis dans la forêt ou dans la campagne, etc. C'est très hypnotique. Hein. Si on parle un peu d'hypnose, ça vous avez vu sur mes cartes que je fais un peu d'hypnose. Et en fait, il était en train de marcher avec son ami, donc à côté de lui, et il marche. Et il se pose la question, c'est en 1944, hein, mais la Suisse n'est pas en guerre, mais bon, tout autour de la Suisse, hein, c'est la guerre. Est-ce que la guerre va bientôt se terminer? Et il se pose cette question-là dans sa tête, dans son cerveau, et à ce moment-là, il voit une colombe qui part de la gauche et qui s'envole vers la droite. Or, il faut savoir que chez les Romains, c'est un présage positif quand ça va de la gauche vers la droite. Si c'est de la droite vers la gauche, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que la gauche, en latin, c'est sinister ou sinistra, qu'a donné le mot sinistre. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très bon. Par contre, la droite, c'est dextera, et c'est la
la dextérité, c'est la droiture, c'est aller en droite ligne, donc c'est tout à fait positif. Et comme Carl Gustav Jung était quelqu'un qui a travaillé beaucoup la symbolique, et qui voit dans les anciennes cultures, les mythes et autres, les contes, etc., eh bien, il a tout de suite interprété ça en disant, mais attends, c'est une colombe qui est la symbole, qui est le symbole de la paix, le louis, généralement, dans le bec, et ça va de la gauche vers la droite. Et lui, il dit, paf, dans sa tête, tout de suite, ah, c'est un signe, c'est une réponse à ma question. Mais son voisin qui est à côté de lui, et que lui, il ne se pose pas ces questions-là. Oui, alors j'ai oublié de dire, il dit, oh, regarde la colombe, c'est la réponse. Mais son voisin qui est à côté de lui, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes pas? Ben, regarde la colombe, elle est passée de la gauche vers la droite. Et alors, il y a un tas d'oiseaux qui passent de la gauche vers la droite, hein, qu'est-ce que c'est que ça fait là? Donc on voit déjà que ici, c'est un sens pour Carl Gustav Jung, mais son voisin qui est à côté de lui, rien du tout, c'est une colombe, un oiseau qui part de la gauche vers la droite. Bon, et alors, je vois tous les jours, moi, quand je vais me promener dans la forêt, ou etc. Vous comprenez? Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est le sens que quelque chose qui se passe, et ça apporte un sens à la personne qui l'observe et qui s'est posé une question. On verra les conditions, en fait, des synchronicités. Mais ça, c'est un point qui est très important, que je vous invite à bien comprendre, à ce niveau-là. Alors ça, c'est l'histoire qu'on raconte, et c'est ça qui l'a fait réfléchir, en fait. Il a tout ça hein. L'autre histoire, en fait, c'est l'histoire du scarabée doré. Okay. C'est-à-dire que Carl Gustav Jung a une patiente, et elle parle du scarabée doré. Mais il sent bien que la patiente est bloquée, ça n'avance pas, et elle fait des séances. Elle parle du scarabée doré. Et Carl Gustav Jung se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce scarabée doré? Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? Et au moment où il se pose cette question-là, paf, un scarabée doré vient se poser sur sa manche. Et il dit à la patiente, voilà votre scarabée doré. Et la patiente, ça a été le déclencheur de tout un processus, en fait, pour sortir de son blocage, etc. Or, il faut savoir que les scarabées dorés, à Zurich, hein, en principe, il n'y en a pas. C'est en Afrique du Nord et dans le sud de la France, on va dire, enfin dans les pays chauds, enfin où il fait plus chaud, mais pas à Zurich, en plus entouré de montagnes, etc. Et il y a un scarabée doré qui est venu se poser. On ne sait pas d'où il vient, mais enfin bon. C'est comme ça. Donc vous voyez qu'ici, dans cette deuxième histoire, il a un questionnement dans sa tête par rapport à cette patiente, et à ce moment-là, il y a un événement qui vient, qui n'a rien à voir. Hein. C'est comme la colombe, en fait. La colombe, il y en a, et puis pouf, elle s'envole parce qu'on marche dans la forêt, il y a plus de bruit, et pouf. Voilà, c'est un événement. Comme ici, c'est le scarabée qui se dépose. Bah, de temps en temps, vous avez des mouches aussi qui se déposent sur vos bras. C'est pour ça que vous avez trouvé un sens à ça. Vous comprenez? Donc ici, c'est par rapport au questionnement, donc c'est un événement psychique dans ce cas-ci, un événement extérieur, et la personne, clac, elle va faire un lien. Donc lui, en tout cas, il a fait un lien, et on dit que c'est le point de départ, en fait, de ce modèle qu'il a commencé à travailler, à réfléchir, et il a travaillé beaucoup la symbolique. La dernière. Bon. Les synchronicités, les caractéristiques. Pour qu'il y ait une synchronicité, les caractéristiques sont assez précises. Premièrement, il y a un questionnement. Si vous n'avez pas de questionnement, il n'y a pas de synchronicité. Il faut savoir que beaucoup de gens disent « Oh, c'est une synchronicité, ah, parce que j'ai vu quelqu'un. » Il n'y a aucun questionnement, ça n'a rien à voir. Donc, le mot synchronicité, il est un peu utilisé à tort et à travers par un certain nombre de personnes. Il y a une définition qui est très précise, vous allez voir qu'on va un peu l'élargir aujourd'hui. On passera à la partie pratique. Mais ça, c'est un premier point, il y a une notion de questionnement. Je me pose une question dans ma tête. Ça ne veut pas dire que je la formule, hein, mais dans ma tête, il y a un questionnement. Deuxième point, c'est que ces phénomènes
où le lien ne peut pas s'expliquer par la physique classique ou la physique newtonienne. La physique newtonienne, c'est... bon, je prends ça, mais... Je l'ai lâché, boum, ça tombe. Bon, ben, je peux calculer en physique la vitesse de descente, etc., au niveau géométrie, etc. Ça, c'est la physique classique. Je ne peux pas expliquer le phénomène de synchronicité par la physique classique. C'est impossible. C'est une relation acausale entre la question que Carl Gustav Jung est en train de se poser dans son cerveau et la colombe qui est en train de s'envoler de la gauche vers la droite. Il n'y a pas de lien. Quand moi j'ai laissé tomber le petit appareil ici, s'il s'est retrouvé sur la table, c'est parce que je l'ai lâché, parce que si je ne le lâche pas, il ne tombe pas. Donc il y a bien une cause et un effet. Et l'effet est toujours après la cause. Si vous étudiez la mécanique quantique, eh bien, vous pouvez avoir un effet avant la cause. Ça, c'est un peu dur à comprendre. Eh bien, donc on voit que le monde de la mécanique quantique est un peu différent. Donc on va dire qu'ici, il n'y a aucun lien. C'est acausal, donc il n'y a pas de lien. On ne peut pas faire de lien entre un événement qui se passe à l'extérieur et l'événement psychique, c'est-à-dire mon questionnement dans ma tête. Caractéristique supplémentaire, c'est qu'au départ, je reviendrai là-dessus, mais au départ, dans le modèle que Pauli et Jung ont développé, c'était synchrone. Ça devait se passer en même temps. Donc, il marche dans la forêt, il pense à la question, est-ce que la guerre va se terminer, va bientôt se terminer, et en même temps qu'il a cette question-là, il y a la colombe qui passe. Quand il est avec sa patiente et qui réfléchit sur mais qu'est-ce que c'est que ce scarabée doré, elle revient toujours avec ce scarabée doré et ça fait des séances, et elle discute de ça et elle ne bouge pas. Et puis tout d'un coup, pouf, il y en a un qui vient sur son bras. Et il lui dit, ben le voilà votre scarabée doré. Et paf! Et ça explose, entre guillemets, dans la tête de la patiente, et puis ça débloque en fait les choses. Vous voyez, il n'y a pas de lien causal. Qui a un sens, c'est ça qui est important. Il y a un sens pour l'observateur. Donc si je prends Carl Gustav Jung et son voisin, là, son ami, et je se promène tous les deux dans la forêt, pour l'ami, cette colombe-là qui va de la gauche vers la droite, ça ne veut rien dire. Pas une colombe, c'est un moineau, c'est un pinson, c'est un pigeon ou quoi. Mais pour lui, dans sa tête, il n'y a pas de sens. C'est par hasard, voilà, on a fait du bruit, putain, il avait peur, puis il s'est envolé. Ben oui, c'est comme vous quand vous marchez dans la forêt, c'est la même chose. Donc ici, il y a un sens. Il n'y a que l'observateur, c'est-à-dire uniquement celui qui a le questionnement, qui aura ce sens, qui va donner un sens à cet événement qui est acausal, dans lequel il n'y a aucun lien de cause à effet entre les deux. Ce lien ne peut se faire que par la mécanique quantique. Et c'est pour ça que je vais vous donner 2 expériences de mécanique quantique pour vous montrer que c'est un monde qui est tout à fait à part. Mais on ne peut pas l'expliquer par la physique classique, il faut aller dans la physique quantique. Ce qu'on appelle la mécanique quantique. Ça va ? Il y a un certain nombre de conditions pour que ça fonctionne. Et si les conditions ne sont pas remplies, ça ne fonctionnera pas. Ça va ? Donc on va discuter un peu de ces, enfin je vais vous montrer bien, sur les conditions pour que ça fonctionne. Donc les synchronicités est l'occurrence simultanée d'au moins 2 événements qui ne représentent pas de lien de causalité, c'est incausal, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Donc c'est ça, le sens. Maintenant, quand on travaille en mécanique, enfin quand on étudie plutôt la mécanique quantique, eh bien la mécanique quantique nous dit qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Oula, c'est gros ça. Hein. Si le hasard n'existe pas, ben implicitement ça dit que ben, il y a un sens qui est derrière. Mais le problème c'est de savoir ben, quel est le sens. Bon, des fois on peut le trouver, ça va, on a des modèles. Il y a des fois, moi
Je ne comprends pas. Ben, c'est comme ça, parce que je n'ai pas les bons modèles pour expliquer le sens. Mais la mécanique quantique nous dit que tout, c'est un modèle. Hein. Un modèle n'est pas la réalité. Un modèle est simplement une représentation intellectuelle pour essayer de se rapprocher de quelque chose qui existe. Et on travaille avec plein de modèles différents. Alors, la mécanique quantique, la non-neutralité. Bon, voilà. Maintenant, j'entre un peu dans la mécanique quantique, donc j'ai été reprendre quelques dias de ma présentation sur la mécanique quantique pour essayer de vous faire sentir. On va mettre l'eau à la bouche et que vous vous intéressiez en fait à la mécanique quantique, mais vous allez être déçus, je dirais, parce que je ne vais pas l'expliquer, mais je vais quand même vous expliquer deux expériences, voilà, qui, je l'espère, vont vous faire réfléchir là-dessus. Bon, un ticoscope. Qu'est-ce que c'est qu'un ticoscope? Alors, il faut savoir, s'il y a des mathématiciens ici, que en statistique, on a besoin de nombres aléatoires. Donc c'est très important quand on fait un certain nombre de calculs, comme la NASA ou le CERN avec, etc. Ou dans certains calculs, on a besoin de nombres qui sont parfaitement aléatoires. Très important en statistique. Bon. Et donc les ingénieurs, les physiciens et les ingénieurs physiciens ont développé des machines qui vous donnent des nombres aléatoires qui sont disponibles d'ailleurs quand on a envie. On peut aller chercher des nombres aléatoires quand on en a besoin dans certaines formules, pour certains calculs, etc. Et un ticoscope, c'est quoi? Eh bien, c'est une petite machine, qui a cette taille-là à peu près, et qui développe des nombres aléatoires. Et ces nombres aléatoires, eh bien, vont permettre le mouvement de cette petite machine. Donc, il y a 4 roues, hein, donc elle a 4 roues, et elle a un marqueur. Et vous voyez, elle se déplace, et son déplacement, on va dire, il est aléatoire. Voilà. Et les mathématiciens, les statisticiens peuvent vérifier que c'est bien aléatoire, les méthodes de calcul. Donc, c'est ça, un ticoscope. Bon, ok. Autre chose maintenant, c'est le professeur Konrad Lorenz, prix Nobel, et qui a été le père de l'éthologie. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène d'imprégnation prénatale? Enfin, phénomène d'imprégnation, pardon. Eh bien, c'est chez les oiseaux, quand l'œuf éclot et que le poussin sort de l'œuf, eh bien, la première chose qu'il va voir, bouger, il va le considérer comme ses parents. En principe, dans la nature, c'est le père ou la mère qui sont en train de couver les œufs, et puis bon, toc toc toc, allez, je sors, et puis ah, ben c'est papa, maman, bonjour. Dans la nature, ça se passe comme ça. Mais bien entendu, lui, Konrad Lorenz, il a fait des expériences, c'est-à-dire qu'il a pris des œufs, d'oiseaux, donc des oies, des canards, etc., et il les a fait incuber, et quand l'oisillon a commencé à faire toc-toc et qu'il est sorti de sa coquille, eh ben c'est lui qui a mis sa tête et qui a bougé sa tête. Donc l'oisillon, lui, ben, pouf, il prend ce qui bouge comme papa, maman. Et on arrive en fait à des situations comme ça, où les oiseaux, à l'âge adulte, eh bien, ils prennent Konrad Lorenz pour pour papa et maman, et vous savez, chez les canards, etc., ben, ils suivent la maman, hein, ou le papa, etc. Vous voyez? Alors, c'est ce phénomène-là. Il a eu le prix Nobel, on peut montrer que chez l'espèce humaine aussi, il y a un phénomène d'imprégnation. Donc, il y a d'un côté une petite machine qui se développe comme ça au hasard, et puis il y a certain Konrad Lorenz qui fait des expériences un peu étranges et qu'il y a les canards qui le suivent. Alors quand il était dans le lac là, à côté de chez lui, eh bien, les canards montaient sur sa tête, comme si c'était papa, maman, hein, canard. Mais cette fois-ci, c'était lui. Maintenant, on va faire une expérience un peu bizarre, hein, si je vous explique. Là, c'est que derrière ça, il y a une expérience qui est très intéressante pour moi. C'est que on va prendre un petit canard qui s'est imprégné du ticoscope. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la tête de Karl Lorenz, eh bien, on met le ticoscope devant l'oisillon qui vient de sortir de son œuf. Donc lui, premier objet qui bouge, pouf, c'est le ticoscope.
Donc il prend ça pour sa mère, son père et sa mère, puisque c'est le premier objet qu'il voit et qui bouge. Et puis on met l'oisillon devant le ticoscope, et vous voyez que le déplacement du ticoscope n'est plus hasardeux. Le déplacement de la machine qui, en principe, développe des nombres aléatoires, eh bien, on voit qu'il se concentre, parce que le petit poussin, bien entendu, lui, ben, il fait tip, 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 tip après sa mère, qui est le ticoscope. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Un oisillon qui s'est imprégné du ticoscope. Je ne vois pas que c'est aléatoire. Pardon? Je ne vois pas que ce n'est pas aléatoire. Ah, eh ben, je vais vous montrer la dia précédente. Voilà, ça c'est aléatoire, c'est-à-dire c'est tout le champ disponible, et le ticoscope, boum, il vient coller, puis il repart, etc. Donc on voit que c'est tout le champ. Le champ disponible et le champ restreint. Et tandis que, et quand on prend ici, eh bien on voit que ben, là il n'a pas été, et que son déplacement n'est plus aléatoire. Il aurait dû aller. Alors vous voyez qu'ici il y a un peu plus de flèches, parce qu'on a entendu pour bien montrer que ce n'est plus aléatoire. Il n'a pas été dans cette partie-là. Mais si vous regardez ici, cette dia-là, le ticoscope, il va partout. Bon, il aurait fallu attendre un peu de temps, il aurait été là. Vous savez, c'est comme les robots là qui nettoient, qui coupent la pelouse maintenant. Hein. Vous savez, déjà, pour quelques milliers d'euros, vous avez un petit bouton, la pelouse, c'est pratique. Hein. Eh bien, c'est un déplacement aléatoire. Boum, et puis il va toucher... ou bien il y a un filet électrique qui délimite en fait le territoire, enfin l'atome, et alors boum, et puis il va contre un arc, contre une pierre, ou je ne sais pas quoi, et il se déplace. Donc c'est un ticoscope. Voilà, la tondeuse que vous pouvez acheter dans un magasin, eh bien c'est un ticoscope qui se déplace au hasard, et il tourne la pelouse dans ce cas-là. Et on voit que ici, alors ça a été reproduit, alors ici, regardez, le déplacement il est là, alors qu'ici il n'y a rien. Bon là on ne voit pas bien, donc on a reproduit la feuille, mais on le voit ici. Et tout ça a été publié, c'est bien connu, hein, ça a été reproduit, etc. On a un type qui a fait un doctorat en fait là-dessus. Mais est-ce que vous vous rendez compte que, attends, la pensée peut influencer la matière? L'expérimentateur influence les résultats de l'expérience. Donc c'est, en mécanique quantique, on va dire, c'est le principe de non-neutralité. Un scientifique qui fait une expérience influence le résultat de son expérience. Alors ça a été un crime de lèse-majesté. Hein. En science, on fait, oh, moi, je suis neutre. Bon, allez, on va pas. Il y avait une question là ou un commentaire? Ah, ok, ça va. Donc j'ai répondu à votre. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que la pensée peut influencer la matière? Il est clair que ce n'est pas la physique classique qui va vous expliquer ça. Hein? Ça, c'est pas possible. En mécanique quantique, là, oui. Allez, une autre expérience. Le 11 septembre 2001. Destruction des deux tours, là, des deux towers, hein, les Twin Towers, à New York. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est extrêmement intéressant. Mais pour que vous compreniez la figure que je vais vous montrer, il faut d'abord que je vous explique quelque chose. Je vous ai dit que les mathématiciens, les statisticiens avaient besoin de nombres aléatoires. Donc pour eux, c'est quelque chose qui est très fondamental, parce qu'ils font les calculs pour une fusée qui part, qui va aller sur Mars, pensez bien qu'il faut que ce soit bien calculé. Hein? Okay. Donc ils ont besoin, entre autres, des grosses séries en fait, de chiffres aléatoires. Donc l'université de Princeton aux États-Unis a développé donc, des machines qui génèrent des chiffres aléatoires, mais il en a placé dans toute une série de capitales tout autour de la Terre. Il y en a une à New York, il y en a une à Londres, il y en a une à Paris, il y en a une à Tokyo, enfin, je ne connais plus toutes les villes, mais c'est réparti tout autour de la Terre. Et toutes ces machines sont connectées les unes aux autres,
pour générer des chiffres aléatoires en quantité, disons, qui est très important, et vous avez des statisticiens qui vérifient que c'est bien aléatoire, c'est très important. Toute une série de calculs au niveau universitaire, ils ont besoin de ça. Ok, donc ça existe. Et c'est vérifié à chaque heure, à chaque minute. Bon, ok. Et c'est disponible pour les chercheurs, de chercher des paquets de chiffres. Aléatoire, c'est 0 ou 1, hein, j'ai oublié de dire, en fait, c'est 0 ou 1. Donc c'est des séries de 0, 1, 1, 0, 0, et ça génère des 0 et des 1 au niveau aléatoire. Bon, ok. Donc ces machines, elles existent tout autour de la Terre. Je reviens maintenant au 11 ans, et il est fort probable que vous avez vu, même si vous n'avez pas CNN, mais vous avez vu la chute, les avions qui arrivaient, parce qu'on a même filmé pour la deuxième tour, on a vu l'avion qui arrivait et qui s'encastrait en fait dans la tour, et puis les tours qui s'effondraient. Donc, avec CNN, il y a des millions de gens qui ont vu, plus ou moins en même temps, la même chose, dont certains c'était en direct. Moi, je l'ai presque vu en direct, j'étais à Baltimore, on m'a fait sortir du congrès, j'étais à le congrès, on est arrivé à l'hôtel, et c'est là que la deuxième tour s'est fait aboutir. Et donc, je reviens maintenant à ces... Voilà, vous avez ici, ça c'est le 0, et ça c'est les déviations, en fait, au niveau statistique. Et on voit que ici, ça, ce sont des chiffres qui sont aléatoires. Voilà, ils ont montré pendant plusieurs jours, hein, ça c'est des jours. Et voilà, ça c'est les courbes que calculent les statisticiens. Ils vérifient que les chiffres sont bien aléatoires. Donc ils obtiennent ce type de courbe. Et vous voyez que là, le 11 septembre, les chiffres ne sont plus aléatoires. L'incident qui s'est passé le 11 septembre a fait changer le côté aléatoire de machines qui sont tout autour du monde et qui génèrent des chiffres aléatoires. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est incroyable. Après, ouais. Comment un incident, on appelle ça comme ça, le 11 septembre, a modifié la distribution de 0 et de 1 qui était générée par des machines qui doivent sortir des chiffres aléatoires. Ce sont des machines, hein. Ce sont des ingénieurs qui ont développé ces machines, et ils ne sont pas cons. Hein. Et c'était bien des chiffres aléatoires, hein, parce qu'on n'a mis que 4 jours ici. Mais en fait, ça fait des semaines, des mois, des années que tout ça est vérifié. Hein. Ils ont bien vérifié que c'était bien aléatoire. Donc c'est très important pour eux. Et ils ont observé que le 11 septembre, boum. Mais ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Parce que si vous regardez bien, ça, c'est au moment de l'accident. Or, si vous regardez la courbe, eh bien, vous voyez qu'elle démarre avant. Et en fait, c'est plusieurs heures avant l'arrivée des deux avions sur les tours. Les chiffres ont commencé à montrer un signe mathématique que ce n'est plus des chiffres aléatoires. Plusieurs heures avant. C'est parce que vous l'attachez à ce phénomène-là, quoi. Parce que les chiffres soient aléatoires et donnent une courbe précise, c'est a posteriori que vous avez attaché ce mouvement des chiffres aléatoires à un événement. Mais attendez, monsieur, ça fait des années qu'ils ont ce type de courbe-là. Bon. Ça fait des années. Maintenant, il faut savoir, bon, je montre ça parce que c'est quand même très spectaculaire, mais en fait, ils ont pu montrer également quand il y a des tsunamis, par exemple, à Phuket, là, hein, eh bien, vous avez eu le même phénomène. Vous avez eu des rats, parce que c'est bourré de rats, eh bien, il y a très peu de rats qui ont été noyés par le tsunami. Il y a des éléphants, vous savez que les éléphants, en principe, on les attache à un petit piquet, là, eh bien, il y a des touristes qui étaient sur les éléphants, avec leur maître, etc. Eh bien, les éléphants n'obéissaient plus au maître, et ils allaient dans les montagnes. Des chalutiers qui étaient en train de pêcher, eh bien, ils ont été sauvés parce qu'ils ont suivi les bancs de poissons qui s'écartaient en fait de la côte. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Donc, il y a toute une série de phénomènes. Alors, c'est évident qu'ici, on fait le lien. Ben oui, mais ça paraît quand même assez évident. Vous parlez d'un drame, ben alors voilà, le 11 septembre c'était un drame, mais il y en a bien dans d'autres pays.
Ah, c'est évident. Ça ne marcherait pas pour d'autres drames. Eh ben, ça marche pour d'autres drames. Mais celui-là, les gens, je prends cet exemple-là, et c'était aussi flagrant, parce que bon, c'est scientifiquement, je veux dire, il n'y a rien à dire, les chiffres sont là. Okay, mais tous les grands drames influencent, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Phuket, là, avec le tsunami, parce qu'avec entre autres CNN, il n'y a pas que, mais enfin bon, CNN est quand même un peu le champion à ce niveau-là, et bien quand il y a un incident, tsunami ou autre, ben, c'est montré à la TV, c'est presque en direct. Hein. Oui, mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a des millions de gens, et dans ce cas-ci c'est vraiment le cas, il y a des millions de gens qui entrent dans un état émotionnel, et c'est vrai qu'on va l'interpréter, c'est une interprétation, c'est vrai, et on va interpréter ça, pas d'autre interprétation non plus, on va interpréter ça en disant que c'est l'état émotionnel en fait des gens qui va influencer la production de nombres aléatoires par des machines. C'est fou ça. Alors c'est vrai que c'est une interprétation. Mais on le a d'autres. Et franchement, sur les cartes laser, ça doit être très difficile. Et voilà. Donc, ça, c'est expliqué par le modèle de la mécanique quantique. Que je ne vais pas vous expliquer. C'est pour ça que j'ai dit, je vous mets la musique-gueule, mais vous n'avez pas le plat principal. Mais c'est pour que vous vous rendiez compte. Voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Qu'il y a des choses, il y a un autre monde qu'on ne voit pas, qui est en dehors de la mécanique de la physique classique. Alors au départ, on a cru que la physique classique, ben, il n'y a que ça qui existait, mais que la mécanique quantique, oh, c'était réservé aux particules atomiques, donc à l'infiniment petit, bon, c'est les physiciens qui ont fini la roquette, hein, bon, ils sont un peu spéciaux, etc. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, que la physique classique, que vous connaissez, ce n'est qu'un petit morceau de la mécanique quantique. En fait, le monde, c'est de la mécanique quantique. Et que vous, ce que vous voyez avec, si je lâche là, je ne vais pas le lâcher parce que je risque de le casser, mais en tombant, eh bien, ce n'est qu'une particularité. On va dire que c'est une condensation de l'onde de forme. Enfin bon, je n'en parle pas dans trop de détails ici, mais c'est ça qu'il faut bien se rendre compte. C'est qu'il y a 100 ans d'ici, on disait, ben oui, il y a la mécanique newtonienne, hein, enfin, la physique classique newtonienne, c'est ça, avec Isaac Newton, la pompe, puis l'astrologie, les astres, tout tourne à des ellipses et blablabla. Ok? Alors ça, c'est la physique. D'ailleurs, au début, il y a eu un congrès en 1900, et il y a un physicien qui a dit, oui, nous, on a tout découvert. Oh, le reste, ils découvriront des petites miettes, etc. Ils sont pas, c'est une grosse connerie qu'il a dit. Parce qu'en plus, après, il y a eu Albert Einstein qui est venu avec la relativité restreinte et la relativité générale. Et puis il y a l'autre équipe, là, de l'autre côté, on va dire, qui a développé la mécanique quantique, qui est absolument extraordinaire. Donc il y a eu deux nouveaux paradigmes qui ont complètement changé. Ah oui, un petit peu le retour. Changé complètement. Alors, je continue. Quelques termes. Coïncidence simultanée de deux faits. Par exemple, je rencontre Nicole, je rencontre un vieil ami en vacances. Voilà, je me promène sur la vie et je vois, oh, ça fait 20 ans que je ne l'ai plus vu, on était à l'école, etc. Il n'y a pas de questionnement. Je n'ai pas pensé à cet ami-là. C'est simplement, boum, par hasard, je vois cet ami sur la vie où je suis en train de me promener. On va dire que c'est une coïncidence, simultanéité de faits. Il y a ce qu'on appelle la sérialité, c'est-à-dire la loi des séries. C'est-à-dire que je rencontre cet ami, et durant mes vacances, je rencontre encore deux autres. J'en ai vu trois. Mais ça n'est jamais arrivé. Ça fait 20 ans que je pars en vacances, je ne les rencontre jamais. Et puis là, je ne sais pas moi, à Knock ou à la Côte d'Azur, eh ben, je rencontre trois d'un coup. On va dire que c'est la loi des séries, hein, c'est ça qu'on appelle. Et la synchronicité, alors là, je vais distinguer, il y a deux types de synchronicité, on va dire. Il y a la synchronicité sensu stricto, c'est-à-dire celle de Cartesius-Tarfio. C'est quoi? Je pense à Nicole et je me demande ce qu'elle devient. Et à ce même instant que je me pose la question, eh bien, je la croise à la sortie d'un magasin. Voilà.
Je rentre dans le magasin, je dis, tiens, Nicole, qu'est-ce qu'elle devient, etc. Et à ce moment-là, bouf, Nicole, elle sort du magasin. Ah, c'est acausal, c'est synchrone, puisque c'est le même instant entre ma demande, mon questionnement, je me demande là dans ma tête, donc c'est l'événement psychique, et un événement physique, qui est, bon, Nicole qui sort du magasin. Oui? Est-ce que la télépathie peut être aussi considérée comme de la synchronicité? Non, ce n'est pas de la synchronicité, ça c'est être capable d'aller chercher des futurs potentiels. Donc il faut, pour expliquer ça, il faut rentrer dans le modèle des ouvertures temporelles de Jean-Pierre Garnier-Mallet, que je vous invite, il vit toujours, il donne des formations à Paris, et bien vous allez écouter, suivre, etc., ce qu'il fait, et là il va vous expliquer ce que c'est que la télépathie. On peut avoir des informations du futur, ce sont des futurs potentiels. Toutes choses restant égales, ils vont s'actualiser. Il y a quand même une certaine synchronicité, puisque quand il y a pensée entre deux êtres qui ne se sont pas parlé, et qu'il y a un moment donné où ça se rejoint au même moment. Oui, alors si c'est ça, alors là vous rentrez ici, c'est comme Nicole quand je vous pose des questions, et là. C'est-à-dire que, imaginons que vous pensez, voilà, imaginons que mon fils travaille aux États-Unis, et je me dis, mais tiens, c'est vrai, qu'est-ce qui est en train de se faire? Ça fait moi que j'ai plus de contact avec lui, parce qu'il voyage beaucoup, etc. Tiens, ben, ça m'intéresserait d'avoir un peu de discuter avec lui, tiens, je me demande ce qu'il fait. Et qu'à ce moment-là, boum, il téléphone et c'est lui qui me sonne. Ça, c'est une synchronicité. Parce que je pense à lui, hein, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire aux États-Unis? Et hop, le téléphone sonne et c'est lui. Donc c'est synchrone. Et c'est acausal. Bon, c'est bien sûr mon fils, mais je ne lui ai pas envoyé un email en me disant tu me téléphones à telle heure. Hein? Ok, donc il n'y a pas de lien en physique. Hein? Pas de vue physique, il n'y a pas de lien. C'est acausal. Ok? Oui, oui, elle me rappelle alors, il faut que j'avance. Mais aujourd'hui, on va un peu étendre en fait ce modèle. Et là, je prends la même situation, je pense à Nicole, je me demande ce qu'elle devient, et je la croise à la sortie d'un magasin, mais c'est le lendemain. Donc c'est plus synchrone, c'est asynchrone, c'est-à-dire que je me suis posé la question, et là, le lendemain, donc je pense à mon fils, ok, c'est samedi, imaginons, et dimanche, boum, il me téléphone. Voilà, donc là, on voit que on va parler également de synchronicité, mais c'est asynchrone, il n'y a plus de chronicité, il n'y a plus de... ici, c'est ça la différence, ça c'est au même instant, tandis que ça c'est le lendemain, un jour ou deux après. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une extension, je dirais, de ce modèle de la synchronicité. Mais Carl Gustav Jung, au départ, c'était au même instant, quand il a publié avec Paul, parce qu'ils ont publié ensemble en allemand, là, leur premier livre sur la synchronicité, c'est en même temps. Pour eux, c'était important, c'est simple. Après, le concept, c'est un peu développé. Ça va? Mais il y a toujours un questionnement. Hein? Donc, je me pose, voilà, dans les deux cas, il y a un questionnement. Alors, mais on va utiliser les synchronicités. Exercice d'application. Demander des signes par rapport à un questionnement. Allez, hop. Je demande solennellement 3 signes en déant les 7 jours qui suivent au sujet de... Et vous mettez mon questionnement. Là, c'est... Oh. Ouais, non, ça c'est impossible. Hein. Non, là, ça c'est... Oh. C'est à Nicolas avant l'heure. Ça c'est gros, ça. Non, c'est pas Utiliser les synchronicités. parce qu'il faut l'exercer. Mais probablement. Vous pouvez utiliser les synchronicités. Vous mettez déjà tout. Et après ça... Ah oui, forcément, voilà, ça marche pas. Moi, je mets pas de doute, mais je trouve ça merveilleux, moi, je trouve ça magique. Pilotement, ça travaille. Hein? Et là, qu'est-ce que vous faites? Je me mets en attente et en observateur des signes. Et les réponses peuvent venir dans le rêve. Ça peut venir par des personnes qui parlent. Voilà. Et elles disent quelque chose, un autre sujet, mais vous, par rapport à votre questionnement, ting, vous faites le lien. Par la personne. Hein. Ça peut être à la radio, à la TV, ou sur les réseaux sociaux, etc. Donc, de nouveau,
Il n'y a pas de lien entre l'émission à la radio, la TV, les réseaux sociaux ou les personnes ou pas. Elles discutent de sujets quelconques, on va dire, mais il y a un mot, ou une périphrase, qui vous allez faire le lien. Donc il va avoir un sens, c'est vous. Parce que la personne d'à côté, il n'aura pas de sens. Elle écoutera en radio, bah oui, c'est de ce sujet-là, etc. Donc c'est le sens qui est très important. Alors, d'autres, ça peut être les journaux, panneaux publicitaires, une publicité sur quelque chose, et puis il y a un mot, oui, mais c'est ça. Carte de tarot, etc. Bon, moi j'utilise en fait ça dans le cadre des rêves. Il y a un exercice que je donne à mes patients, en fait, pour utiliser des synchronicités et des signes qui vont donner des réponses à des questions. Parce que ici, il y a un questionnement, hein. Il faut avoir une question. Et les informations vont venir. Moi j'ai un événement précis, mais je n'avais pas de question. C'est-à-dire que j'ai deux fois, et il y a très longtemps, j'ai quitté un lieu et j'ai changé de véhicule, j'ai une plaque d'immatriculation. Et la première fois, j'ai eu une plaque qui se terminait 192 et je quittais l'appartement 192. Et la deuxième fois, j'ai une plaque d'immatriculation où je quittais quelqu'un qui s'appelait les initiales WH, et moi mon nom c'est R. Et j'ai une plaque, au même moment où j'ai déménagé, j'ai reçu une nouvelle plaque qui m'a été imposée, les initiales étaient dedans, RWH. J'ai fait aussi ce lien, mais je n'ai pas fait de questionnement. C'est l'univers qui vous donne des signes, ça. Oui, ça c'est, voilà. On ne va pas dire que c'est des synchronicités, parce que ça ne rentre pas tout à fait, mais il y a un sens. Donc ça c'est d'autres exemples que vous donnez ici, où en principe, ça ne va pas dire que c'est des synchronicités. Mais il y a vous faites, vous donnez un sens en fait, à cet événement-là. Si je te demande un droit. Pas de questionnement. Dans ce sens-là. Oui, alors bon, dans le cas de la mécanique quantique, j'interfère, je discute un peu de ce genre de choses, mais bon, ici, je me suis cantonné plus à ce qu'on appelle des synchronicités. Oui. Mais il est clair qu'on peut faire des liens, mais s'il n'y a pas de questionnement, en principe, on ne dit pas qu'il y a des synchronicités. Mais comme j'ai dit qu'en mécanique quantique, on dit qu'il n'y a pas de hasard, alors à ce moment-là, on peut commencer à expliquer pour niveau vibratoire, les énergies, etc. Parce qu'en mécanique quantique, une énergie, une vibration, une information, c'est la même chose. C'est E est égal à mc carré. Voilà, donc c'est le lien en fait qu'il y a entre tout ça. Et bon, vous comprenez qu'il y a ici déjà, on me rappelle alors parce que je parle de trop. J'ai pas dit que je parlais de trop. Je dois me limiter en fait donc ici, je suis cantonné en fait à une synchronicité, mais on pourrait. Bon, quand c'est la mécanique quantique, là, on aborde en fait plus ce genre de choses. Ici, voilà. Bon, donc, les conditions maintenant pour que ça marche, parce qu'il y a quand même des conditions, c'est le doute-tu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, le doute-tu. Écoutez, moi, votre truc, hein, moi, j'y crois à 95%. Moi, j'y crois hein, à 99%. Hein. Moi, j'y crois à 99,9%. Hein. Mais il y a un dixième de pourcent. Non. Vous n'y croyez pas vraiment. C'est-à-dire que je dirais qu'ici, il faut avoir la foi. C'est en ayant la foi, parce que Dieu, c'est pas lui montrer, hein, c'est en ayant la foi que ça fonctionne, que vous allez avoir les signes qui vont vous renforcer, en fait, dans votre système de croyances. Vous comprenez? Donc, c'est des croyances limitantes, hein, la vérité. Et bien entendu, il faut avoir une ouverture d'esprit, être réceptif et observer. Parce que si vous êtes le nez dans le guidon, hein, c'est chronos ça en fait, eh bien, vous ne voyez rien. Et vous ne verrez pas les signes. Et pourtant, je ne suis pas sûr qu'ils passeront, mais parce que vous ne les avez pas vus, donc probablement ils ne passeront pas. Donc commencez et faites des expériences sur des petites choses, des petits questionnements. Et à partir du moment où vous allez observer des choses, vous allez développer votre confiance dans l'outil. C'est un outil. Les synchronicités, c'est un outil. À quoi ça sert? Les synchronicités sont là pour nous orienter dans nos choix de vie.
C'est un outil que, on va dire la nature, on va dire l'univers, on dit ça comme vous voulez, nous met à notre disposition. Maintenant, vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Mais vous avez quelque chose que vous pouvez utiliser pour justement, parce que nous, on est dans l'incarnation. On doit payer ses factures hein, tous les mois. Hein. Pieds sur terre, hein. On n'est pas la tête dans les nuages, on est bien sur terre. Donc, il existe un certain nombre d'outils, dont celui-là, les synchronicités, pour nous aider justement à avancer sur notre chemin de vie. Je vais y arriver. Alors ici, c'est une phrase, quand vous voulez quelque chose, tout l'univers conspire pour vous aider à y parvenir. Si, il y a un si, et seulement si, si c'est bon pour votre chemin de vie, pour votre mission sur Terre. Parce que si c'est pas bon, rien. Ça ne fonctionnera pas. Attention, il y a des conditions. Donc c'est la notion de chemin de vie, avancer sur votre chemin de vie. Donc ça c'est une photo que moi j'utilise, qui est dans ma salle de consultation, et où je discute en fait des gens sur leur chemin de vie. Pas tout le monde, hein, il faut que la personne soit pas ouverte, mais voilà, à un certain moment, je peux être amené à discuter en fait de leur chemin de vie. Parce que si vous n'êtes pas... Alors vous voyez que le chemin de vie ici, c'est une métaphore bien entendu, c'est pas une autoroute, hein, c'est des gravillons, donc c'est un chemin, donc parfois ça fait mal aux pieds. Et c'est pas une ligne droite, hein, ça monte, ça descend, ça va à gauche, à droite, etc. C'est votre chemin de vie, au niveau symbolique. Et vous êtes venu sur Terre pour avancer sur ce chemin de vie. Donc si vous êtes à côté, ça ne va pas aller. Et vous allez avoir des blocages. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça ne va pas, j'essaie ceci, ça ne va pas, ça ne va pas. Moi j'ai la foi, moi ça ne va jamais, etc. Parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Parce qu'à partir du moment où vous êtes sur votre chemin de vie, ça nous garantit que les synchronicités, les coïncidences, etc., ça va arriver. Et moi, tous mes voyages intérieurs donc, sont filmés. Eh bien, j'ai des cas, mais c'est incroyable. Les gens disent, mais c'est incroyable. Il y a des trucs qui m'arrivent, mais ils sont sur leur chemin de vie. Hein. Alors là, l'univers va vous aider. Donc, tous les obstacles que vous avez, pas toujours, mais dans un certain nombre de cas, c'est parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, vous êtes à côté de la plaque. Hein. Et à partir du moment où vous êtes dessus, là, mais votre inconscient sait très bien quel est votre chemin de vie. Donc, tout dans un processus psychothérapeutique, on peut être amené, si la personne s'intéresse à ça, bien entendu, à travailler pour qu'elle arrive sur son chemin de vie. Alors là, c'est un peu de moi, hein. Juste à moi pour un petit bout de chemin. Et après, elle s'en va. C'est comme l'avion qui décolle de l'aéroport. Hein. Alors, bon, moi j'utilise l'hypnose, vous avez vu ma carte. Alors, ici, j'utilise une méthodologie, en fait. Et, bon, j'ai donné une conférence au Congrès international là, de psychothérapie à Paris. Et j'ai repris, en fait, une IA. Donc, j'explique très rapidement cette méthodologie, dont l'hypnose est un des outils, n'est pas le seul, mais un des outils que j'utilise. C'est une activation en fait de l'inconscient du patient pour déprogrammer, on va dire, ce qui l'embête dans sa vie de tous les jours. Alors ça peut être l'alcool, la cigarette, le surpoids, burn-out, dépression, mal-être, ou alors des pathologies, parce que je travaille également sur des pathologies. Et reprogrammer, alors, je travaille avec le modèle, ce qu'on appelle le best solution, donc la meilleure solution. C'est une méthodologie qui se fait sans effort, dans le plaisir. Dans une culture chrétienne qui favorise l'effort. Tu gagneras ton père, la sueur de ton front. Tu enfanteras dans la douleur. Bon, vous ne connaissez pas l'épidurale dans la Bible, bien entendu. Mais toutes nos sociétés, c'est le darwinisme, hein, le struggle for life, qui s'est bien implanté. Il faut se battre hein, pour réussir. Tu dois travailler, tu dois mériter ton salaire. Hein. Et moi, je vous dis, si ça avait réussi, hein, eh ben vous ne seriez pas en face de moi. Du bon sens. Et donc ici, on va travailler différemment. C'est une autre approche, une autre manière d'aborder en fait les événements qui vous arrivent dans votre vie.
Méthodologie de 7 à 77 ans, donc elle est la même pour tout le monde. Elle est orientée future, not talking cure therapy, ça veut dire qu'on n'est pas dans les thérapies linguistiques. Hein. Et on n'est pas commencé à parler de papa, maman, l'instituteur, le voisin, et tu dis, ah, il m'a fait ceci, il m'a fait ça. Non, hein, ça c'est... Oh. Est-ce que vous me permettez de témoigner de l'expérience? Ah, c'est votre responsabilité, oui. Et termine peut-être ça. Hein. Terminez peut-être ça. Je pense qu'après ce sera les questions. Okay. Alors, je continue. Donc, j'utilise toute une série de modèles psychologiques, dont celui de Carl Gustav Jung et de Freud, de la PNL, de la Gestalt, de la analyse transactionnelle, enfin, tous ces modèles-là, moi, je bouffe à tous les râteliers. Hein. C'est comme ça, je suis à fait de fermier, en plus, je connais un peu. Allez, on est là pour rigoler. Mais c'est d'aller chercher le modèle qui va correspondre à la structure psychique que le patient a dans son cerveau. Parce que c'est ça qui va l'aider. Si je cherche un autre modèle, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, je vais travailler avec le sens biologique. Tout symptôme a un sens biologique. Vous avez mal au genou, vous avez mal aux pieds, vous avez mal au foie, vous avez un cancer de l'estomac, vous avez une polyarthrite rhumatoïde, etc. Il y a un sens. Tout a un sens. Après, vous aurez quel sens, hein, et on va travailler là-dessus. C'est des résultats concrets observables. C'est pas commencer à discuter, hein, je me sens mal. Ok, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait pour se sentir mieux, hein? Des résultats concrets observables, et à chaque séance, on discute, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué dans votre vie entre deux consultations. J'ai renoncé à moi, parce que j'ai un agenda qui est un peu chargé. Et puis, qu'est-ce qui n'a pas bougé? Ah, et pour ça, ça ne bouge pas, hein, j'ai toujours mal au ventre, je me sens toujours mal, etc. etc. Ou le bon. Ok, alors, Inner Journey, c'est le voyage intérieur, c'est la pierre angulaire. Les gens se sont bloqués. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur d'eux qui les bloque. Et le voyage intérieur va les débloquer, va les nettoyer. C'est-à-dire, je prends le modèle de la psychanalyse freudienne, c'est la maison intérieure. C'est-à-dire que dans ce modèle-là, c'est ce qui se trouve dans votre maison intérieure qui vous empêche d'aller là où vous aimeriez aller. Donc tout le travail va être d'aller nettoyer cette maison intérieure. Root problématique, ça veut dire que si la personne vient par rapport à un surpoids, imaginons c'est un surpoids, ou l'alcool, je vais aller voir dans son champ psychique toutes les choses qui, en première vue, a l'air d'être anodines pour elle, mais qui, en fait, pourraient être très significatives. Donc, je vais analyser, en fait, l'ensemble de la personnalité, ce qu'on appelle la manière d'être au monde. Parce que si son inconscient a été choisir cette solution-là, qui peut être un cancer, une maladie auto-immunitaire, ou le mal de genou, le ventre, ou le surpoids, ou l'alcool, etc., c'est parce que la personne a une certaine personnalité, une certaine manière d'être au monde, et en fait, si on ne travaille pas sur l'ensemble, eh bien, ça risque d'être une emplate sur une jambe de bois. Et 1 an, 2 ans, 5 ans après, un premier traumatisme qui arrive, clac. Attendez, je vais terminer. C'est fini. Bon, allez, d'abord là. Donc, il y a déjà plus d'1 an maintenant, j'avais un problème de poids plus grave qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce que je pesais 118 kilos. Et j'entends M. Radou à la radio sur Vivacité qui parle d'un programme sur les problèmes de poids. J'avais essayé beaucoup de choses. J'ai jamais voulu jeter en BMI morbide, donc je pouvais aller faire une opération, mettre un anneau tout sur deux. Et j'ai pris contact avec M. Radou. J'ai été faire quelques séances et maintenant on est 1 an plus loin, plus ou moins. J'ai perdu 18 kilos déjà et je ne les reprends pas. Donc maintenant je stabilise parce qu'on est en hiver, je sais bien. Je n'ai plus d'appétence pour le sucre comme j'avais avant. Le sucre, je mange encore des frites, je mange encore du gras, je mange encore des sucreries, mais je n'ai plus de frustration quand je dois laisser un morceau de sucre. Et puis j'étais dans un appartement à Bruxelles hyper désordonné, j'ai déménagé et j'arrive à tout ranger dans un premier temps, on va dire. Donc j'ai des boîtes, alors que j'étais quelqu'un, je pensais que c'était bordélique à vie, que c'était un piège pour moi, le désordre. Et aujourd'hui, ben, j'ai des boîtes tout étiquetées, rangées, placées, avec une facilité, quelque chose de phénoménal. Donc c'était un changement vraiment à 180 degrés qui a fonctionné grâce à l'hypnose. Donc je voulais le signaler. Alors, merci. L'extérieur est un reflet de mon intérieur.
et ça va être un premier signe quand les choses commencent à travailler, c'est que de l'extérieur, par exemple, les personnes qui dans ce cas-ci ont beaucoup de désordre, des plaies, de choses, etc., eh bien, quand elles commencent à nettoyer leur maison, et j'ai des personnes, elles me disent, ah mais c'est 5 à 7 caisses par semaine que je jette, je trie au petit rien, hop, allez, et ça nettoie. Et donc ça va être un signe avant-coureur, si on peut dire, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans leur inconscient, mais comme c'est inconscient, ben on ne sait pas ce qui se passe puisque c'est inconscient, mais le résultat, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans sa vie. Alors, monsieur avait également un commentaire ou une question? J'avais la question suivante, donc j'avais beaucoup de propos que vous avez avancés, oui. Mais il y a le rapport entre ce slide-ci qui m'échappe avec la synchronicité. Vous allez comprendre, c'est le suivant. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est la méthodologie que j'utilise. Ok, bon, je passe les détails. Bon, j'utilise plasticité neuronale, sommeil paradoxal, la loi d'attraction, tout ça. Et en fait, voilà, c'est une méthodologie orientée futur, proactive, créer le futur, etc. Bon, je passe les détails ici. Mais en fait, bon, ça c'est sur mon site. C'est-à-dire que les gens qui travaillent chez moi avec cette méthodologie-là, et en fait je l'avais expliqué sur la dia précédente, c'est quand ils sont sur leur chemin de vie, alors là les synchronicités vont commencer à venir. Et moi je les invite bien entendu à les observer. Mais il n'y a pas que les synchronicités. C'est-à-dire qu'en fait une autre manière de dire les choses, c'est à partir du moment où l'énergie recircule à l'intérieur du corps, eh bien c'est comme si on ouvrait les portes et hop, l'énergie elle circule en fait dans l'univers. Et il y a des événements qui vont, des signes, des événements qui vont se mettre en place. Ça va être des synchronicités, mais ça ne va pas être que des synchronicités. Donc, pour répondre à votre question, en fait, il faut que je revienne en arrière. Attendez, on va y arriver. C'est bon, je monte. C'est, voilà, c'est cette dia-là. C'est quand les gens arrivent sur leur chemin de vie, et bien là, entre autres, puisque les synchronicités sont un outil. Il n'y a pas, c'est pas que celui-là. C'est un outil. Et là, ils vont commencer à être sensibles et à voir des choses. Et plus ils le voient, plus ils ont confiance en eux. Et plus le système va être favorable. Parce que, si on prend le modèle de la mécanique quantique, eh bien, les énergies recirculent. Donc tout un travail psychothérapeutique, on pourrait dire, c'est une manière d'exprimer les choses, c'est dire, c'est refaire recirculer en fait les énergies à l'intérieur de soi. Et là, à ce moment-là, il y a des choses qui se passent. Et ils n'ont plus besoin de moi, parce que là, ils prennent leur temps. En fait, quelque part, ce que vous expliquez jusqu'à présent, c'est qu'on peut induire ces synchronicités. Ah, c'est évident. Quand une synchronicité arrive alors qu'elle n'est pas induite, a priori. Oui, alors ça bon, comment? Alors, pardon, c'est quoi? Vous expliquez ça comment? On appelle ça comment? Vous expliquez ça comment? Ah, comment je l'explique? Ah ben, c'est la mécanique quantique. Il n'y a pas de hasard. Et c'est ça. Les choses qui vous arrivent dans la vie ne viennent pas par hasard. C'est ce que le modèle de la mécanique quantique nous dit. Mais l'objectif n'est pas de donner une conférence sur la mécanique quantique ici. Mais bien entendu, il y a des liens entre les deux. Donc, moi, je développe ici l'outil. C'est un outil, je développe la mécanique, les synchronicités. Mais il y a autre chose. Donc moi je vous dis ici, quand la personne elle est sur son chemin de vie, il y a des choses qui arrivent. Ce n'est pas uniquement des synchronicités. C'est des événements qui se passent, qui arrivent et elle ne s'est pas questionnée, mais ça lui arrive. Vous savez donner parce que l'univers l'aide à avancer. L'univers est là pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie. Et si vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, vous avez des blocages, des barrières, des trucs qui vous donc, pas, n'avancez pas. En quelque sorte, si je comprends bien, avoir une vie pleine de synchronicité, comme le reflet de vos vies qui tout à fait dans ce chemin. Tout à fait. Voilà. Exactement. C'est dit anecdotiquement, mais c'est tout à fait correct. Moi, je voudrais vous demander, vous avez longuement parlé de la mécanique quantique pour justifier
certains éléments de votre présentation, mais je trouve quand même que par rapport à la mécanique quantique, vous auriez pu parler d'un élément qui est vraiment fondamental, qui est la constante de Planck. Est-ce que ça vous intéresse, la constante de Planck? Oui. Non mais attendez, on va demander aux gens. Est-ce que ça vous intéresse que j'explique la constante de Planck? Je ne sais pas ce que c'est, donc on dirait c'est fondamental par rapport à la mécanique quantique. C'est pas une conférence sur la mécanique quantique, c'est une conférence sur les synchronicités. Vous pouvez lire mécanique quantique, une illusion, une brique, vous pouvez lire n'importe quoi. Alors, parce que sans ça, dire ça. Mais oui, mais sans ça, vous ne pouvez pas expliquer le reste. Donc, moi, je vous ai écouté, vous parlez beaucoup de mécanique quantique, mais vous ne parlez pas de la base qui est la constante de Planck. Mais les gens, j'ai donné une conférence sur la mécanique quantique, je ne parle pas de la constante de Planck. Je n'ai pas affaire à des mathématiciens ou des physiciens. Si j'avais affaire à des physiciens, j'ai des personnes lambda. Je n'ai pas des physiciens ou des mathématiciens qui sont en face de moi. Mais pas commencer à expliquer la constante de Planck. Vous l'expliquez. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? Non, moi pas. Je ne sais pas ce que c'est. Vous comprenez? Quand quelqu'un donne une conférence, il va s'adapter aux personnes qui l'écoutent. Il est clair que si quand j'ai donné une conférence, moi, au Congrès international de psychothérapie, ben, c'est sûr que je ne vais pas vous donner la même conférence que maintenant. Hein. Moi, je peux vous l'expliquer en une seconde et demie. Hein. Oui, ok. Mais non, ça n'a aucun intérêt par rapport à vous. Entre mathématiciens, entre physiciens, oui. Mais vous n'êtes pas des physiciens, vous n'êtes pas des mathématiciens, vous êtes des gens lambda. Donc, nous avons un point de vue différent entre monsieur et moi. C'est comme ça. Et c'est moi qui suis le conférencier. Et c'est moi qui décide, en fait, quels sont les biens que je présente. Bon, ok, merci. J'aimerais bien qu'on clôture maintenant, parce qu'on va terminer, en fait, les objectifs ici. Donc, l'objectif de cette conférence, c'était vous bousculer dans votre système de croyance. Vous poussez à réfléchir sur la réalité. Et je pourrais dire ici sur la mécanique quantique. Maintenant, vous allez lire des livres et la constante de Planck. Si ça vous intéresse, mais allez-y, de grâce, allez-y. Voilà, si ça vous intéresse. Moi, mon point de vue personnel, c'est que des gens lambda, ça ne les intéresse pas. Mais les physiciens, les mathématiciens, ça c'est clair, c'est important. Vous comprenez? Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les applications. Et ici, je vous ai donné un outil, et si ça vous intéresse, hein, eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser. L'outil, c'est-à-dire l'outil synchronicité. Et vous faites ce que j'ai écrit sur le lien, dans certaines conditions, et dans certaines conditions, et je vous invite à le faire. Des petites choses, et vous allez voir des signes. Allez, je termine, et puis après, on ouvre les questions. Ça va? Vous expliquez donc les synchronicités, mais avec des mots simples. Voilà, je ne suis pas rentré dans la mathématique, désolé, hein, et pas la constante de Planck. Vous parlez de comment faire pour les utiliser. C'est bien beau la théorie, oui, voilà, mécanique, les modèles, etc. Il y a des bouquins maintenant, hein. Il y a des physiciens qui écrivent des bouquins pour des gens comme vous sur la mécanique quantique. Et il y aura un chapitre à un moment où on va un peu discuter de la constante de Planck. Ok, c'est bien, c'est donc vous lisez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Comment on fait pour les utiliser dans ma vie de tous les jours? Je vous invite à aller jusqu'au bout de vos rêves. Attention aux croyances limitantes. Alors, la théorie, c'est lorsque l'on sait tout et que rien ne fonctionne. Et la pratique, c'est lorsque tout fonctionne, mais que personne ne sait pourquoi. Je connais la constante de Planck, mais je ne sais pas l'utiliser. Allez, je rigole ici. Bon, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut sans cesse avancer, sans s'arrêter pour ne pas mettre d'étiquette. J'ai une photo en fait, de bicyclette avec Albert Einstein dans ma salle de consultation. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je sais plus qui avait des questions. Allez,
que les autres. C'est très bien. C'est très bien. Vous êtes une belle personne. Oui. Vous avez associé les différences de l'aspect aléatoire de ces machines là, en fonction de l'esprit. Oui. Vous avez parlé au même moment des rats et des éléphants. Oui, ça c'est parce qu'on posait une question. Pourrions-nous imaginer que les rats et les éléphants se sont posés plus de questions que les humains et qu'ils ont eu les signes que les humains n'ont pas compris? Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. C'est pas qu'ils se sont posé une question. Bon, à la conscience primaire, je ne suis pas sûr qu'ils s'est posé une question. Mais les animaux sont sensibles. Ils sont sensibles au niveau vibratoire. Et comme je vous l'ai montré pendant le 11 septembre, c'était 4 heures avant l'attentat, eh bien, les nombres changeaient. Donc ça veut dire que, et c'est le modèle de la mécanique quantique qui peut nous l'expliquer, au niveau vibratoire, les animaux sont sensibles, certains plus que d'autres. Mais les animaux sont sensibles à bien plus de choses. On sait que le chien ou les chats, par exemple, ont certaines fonctions, donc ils sont sensibles à des choses que nous ne sommes pas sensibles ou perceptibles, ou etc. Donc c'est pas un questionnement. Ni de la synchronicité. Pardon? Dans ce cas-là, on est nullement dans la synchronicité. Non. Ni la coïncidence, ni non, mais bon, je prends cet exemple-là parce que on posait un certain nombre, on faisait un commentaire sur le 11 septembre, qui allait sortir un autre exemple, mais qui n'est pas en rapport avec les synchronicités. Mais les animaux sont sensibles. Donc ici, il y a très peu de rats qui se sont fait noyer à Phuket. Hein. Les éléphants, ils étaient partis. Et les maîtres étaient là. Et donc en principe, un éléphant, il obéit à son maître. Et bien là, il n'obéit pas à leur maître. Attends, je pense qu'il y avait une autre question là, avant. Le 3-7 que vous aviez donné, c'est un exemple de base ou en principe le quoi? Le 3-7, donc attendre 3 choses pendant... Oui, 3 signes. Oui, 3 signes. Non, enfin, vous pouvez demander un signe, vous pouvez en demander 3. Bon, maintenant, si vous commencez à demander 10 signes, là, c'est que votre ego, il est un peu élevé. Hein. Il faudrait diminuer votre ego. Non, je pense que 1, 2 ou 3 signes, bon, c'est acceptable. Vous ne pas demander, ils ne sont pas là à vos ordres non plus. Hein. Okay, donc, c'est les choses qui sont acceptables. Généralement, c'est vraiment 3 signes. Quelque part, la synchronicité. Attendez, il y a un monsieur qui avait une question, j'arrive. C'est pas une question, c'est une remarque en fait. Par rapport, vous avez mis pour moi un mot-clé, qui est la vibration. Oui. Parce que comme on sait tout vivre dans l'univers, tout à fait. Penser vivre, elle va venir en résonance avec quelque chose et donc donner un effet. Oui, tout à fait, exactement. C'est dans la mécanique quantique qui nous dit, oui, ça va dans l'univers. On rejoint un peu la mécanique newtonienne, parce qu'une vibration, on sait que tout tourne. Ah oui, non, Newton, c'est pas tout à fait ça. Hein. Il n'est pas au niveau vibratoire, Newton. Hein. C'est la physique des solides. On peut quand même, je veux dire par là, on peut quand même l'expliquer. Une onde électromagnétique, elle a quand même une fréquence. Elle a quand même oui, mais les ondes électromagnétiques, c'est considéré comme la mécanique quantique. Ah, d'accord. Oui, voilà. C'est la lumière, en fait, c'est ondes particules. C'est moi. Voilà. Donc tout ce qui est vibratoire, c'est considéré comme de la physique quantique. C'est pour une question, c'est ce que vous ne pensez pas que justement, c'est... non, donc c'est voilà, tout ce qui est vibratoire en fait est considéré comme c'est à partir de la lumière. Hein. C'est Max Planck en fait qui a avec l'émission des corps noirs là, etc. qui a dit, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille d'ailleurs à Albert Einstein. Il a dit, puisque l'information, c'était un statisticien en fait, Max Planck, mais un génie et quand on voyait les résultats, eh bien on voyait que c'était une variable discontinue. Et les physiciens pensaient que ce serait une variable continue. Et plus ils faisaient l'expérience, ils voyaient chaque fois que c'était une variable discontinue. Et Max Planck a dit, mais écoutez, si les résultats que vous faites de votre expérience sont corrects, c'est une variable discontinue. Ce n'est pas une variable continue. Et les physiciens essayaient de trouver une explication pour que ce soit une variable continue, mais les résultats montraient que c'était discontinu. Donc il a dit, non, c'est discontinu. Et Albert Einstein a eu vent de ça, enfin il a lu le papier scientifique, et c'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille du modèle des quanta. Voilà, qu'il y a des paquets d'énergie, et que ça sort par paquet d'énergie. Et c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel. Albert Einstein n'a pas eu le prix Nobel pour la relativité restreinte ou générale. Hein. À cette époque-là, il ne comprenait rien du tout, hein, les physiciens. Il n'y avait que quelques-uns qui se rendaient bien compte qu'on était à un niveau, c'est un changement de paradigme, il faut se remettre à l'époque. Hein.
Quand Albert Einstein a écrit son papier, bon, parce que maintenant on parle d'Albert Einstein, ok, on l'a pris pour un imbécile, hein, et celui-là il a fumé la moquette, parce que son papier, mais, et c'est parce qu'il y avait une dispute entre, j'ai oublié les noms, entre un physicien français et un physicien anglais, et que les Français critiquent toujours, hein, j'espère qu'il n'y a pas de Français ici, mais alors le physicien français a dit mais c'est une connerie, ce qu'il a écrit son papier, c'est débile, allez, on jette ça à la poubelle. Et l'autre anglais, qui ne comprenait pas plus que le français, a dit non, 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 c'est important, il faut tenir compte de ça, et il faut qu'on analyse. Et c'est comme ça qu'Albert Einstein a commencé, on a commencé à considérer en fait son papier. Sinon son papier, c'était à la poubelle. Hein. Les physiciens, à l'époque, hein, pour remettre tout à l'époque, ne comprenaient pas en fait ce qu'Albert Einstein veut dire. Mais attends, c'est des changements de paradigme. Hein. La relativité restreinte est générale, et d'un autre côté la mécanique quantique, mais c'est une autre manière de voir les choses, hein, ce qu'on appelle le paradigme. Hein. Un paradigme, c'est une autre conception. Donc à l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Hein. Ça va? Madame avait une question ou un commentaire? Parce que quelque part, je suis un peu surprise. Pour moi, une synchronicité, c'est quelque chose qui arrive par hasard dans la vie auquel on ne s'attend pas, et c'est un message parlant, on va dire comme ça. Or, la manière dont vous l'avez expliqué, ça, pour moi, ça touche plus à genre de la théorie de l'attraction, quelque part. C'est quelque chose que l'on induit, donc c'est une énergie qu'on fait circuler et qui nous arrive. Et moi, naïvement, je pensais que la synchronicité, c'est quelque chose qui arrivait dans votre vie, auquel vous ne vous y attendiez pas, et que cet événement qui arrivait dans votre vie était le présage de quelque chose. Oui. Donc, ça, c'est votre croyance. Vous expliquez votre croyance. Moi, ici, je me base... la vôtre, alors. Non, je me base sur ce que Carl Gustav Jung et Pauli ont écrit au départ. La synchronicité, c'est les caractéristiques que moi j'ai données. Et puis ensuite, j'ai dit, on a un peu étendu ça, parce que ça devait être synchrone en même temps. Sinon, pour eux, ce n'était pas une synchronicité. Et puis aujourd'hui, on étend un peu, en fait, et on dit que c'est une synchronicité, mais donc c'est asynchrone, donc c'est plus en même temps. Mais il y a quand même un questionnement. Maintenant, quand il n'y a pas de questionnement, vous appelez ça comment? C'est la loi d'attraction, c'est... Voilà, tout simplement. Mais en principe, le problème ici, c'est que le mot synchronicité est utilisé à tort et à travers. Voilà. Et Jean-Yves, une synchronicité, en fait, si on se base sur la définition, ce n'est pas une synchronicité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les synchronicités. Hein. Il y a bien d'autres choses, en fait. Donc là, vous parlez de la loi d'attraction, etc. Ben oui, mais c'est très bien. Donc il n'y a pas que les synchronicités. Oui, allez. Mais quand je relis l'intitulé de la conférence qui a été présentée, il n'y a pas de hasard, quelle incroyable coïncidence. Et puis maintenant, vous parlez de synchronicité. Moi, je ne suis pas très en accord avec ce que Attendez, bon, moi, je l'affiche ici. Il est mis les synchronicités. Oui. Ah, vous avez su ça? Oui. C'est la synchronicité. Ok, voilà, ben c'est ça. Moi, j'ai parlé des synchronicités. Allez, je réponds à d'autres questions. Attendez, bon, allez, après c'est vous. Hein. Oui. Et comment est-ce qu'on explique ces synchronicités? Ah Eh bien, là, il faut rentrer dans le modèle de la mécanique quantique, c'est-à-dire que en votre questionnement, bon, on l'a pu aborder d'ailleurs au niveau vibratoire, c'est-à-dire c'est une information. Si on prend Angie Vaughan, pour ceux qui connaissent, donc c'est la forme pensée, c'est-à-dire c'est une vibration, c'est une information, c'est une énergie que vous envoyez à l'univers. Et l'univers va vous répondre, puisque c'est un outil. Il va vous répondre. Et si on prend l'exemple de la synchronicité, c'est en même temps. Si on prend en étant, comme j'ai dit, il y avait deux définitions, sensu stricto et puis celle étendue. Donc, je peux demander 3 signes en disant 7 jours, 3 jours, 5 jours, enfin comme vous voulez. Et ça, on va dire que ce sont des synchronicités. Mais madame, ce qu'elle vient de dire, elle dit, ah oui, mais non, mais moi je ne me pose pas de questions et j'ai des signes et des choses qui viennent et je les interprète et ça fait sens pour moi, etc. Aussi. Mais en principe, on n'appelle pas ça une synchronicité. On appelle ça la loi d'attraction, la loi d'intrication, ok, on est dans le monde de la mécanique quantique. Voilà. Donc c'est une énergie. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, une pensée est en fait, vous générez une vibration.
fait, je voulais simplement un petit peu épauler mon époux. C'est simplement pour vous dire que dans notre croyance de nos 5 sens, on pense qu'on est un corps. Or, on est une énergie avant d'être un corps. On habite un corps. Donc, toute pensée, tout ressenti, toute émotion, toute action a une fréquence vibratoire. C'est comme si vous étiez un émetteur-récepteur et que tout ce qui sort de vous, en parole, en pensée, en ressenti, en action, part dans le monde de la mécanique quantique et tôt ou tard vous reviendra. Donc si vous pensez que vous n'avez pas de valeur, que vous êtes moche, que ci, que là, que vous êtes pauvre, quelque part, l'univers va répondre à ce que vous avez émis. Et c'est ça aussi ce que vous dites. Donc, c'est la loi d'attraction. Voilà. Oui, c'est la loi d'attraction. Voilà, oui, tout à fait. Mais synchronicité, comme mais ça. En principe, on ne va pas dire que c'est une synchronicité. Voilà, moi je prends la définition. C'est l'inverse, c'est un événement qui arrive et qui a eu alors un comportement. Non, vous n'êtes pas naïf. Ça va? Bon, il faudrait développer la méthode. Bon, c'est pas ça. Alors, madame va répondre. Oui. Alors, donc, vous disiez que la synchronicité, quand on avait des réponses, c'est qu'on était sur son chemin de vie. Oui. Mais peut-on utiliser la synchronicité pour y accéder? Parce que si j'ai un questionnement que je n'ai pas de réponse, c'est que je ne suis pas sur mon chemin de vie. Oui. Mais oui, pour répondre à votre question, oui. Oui. C'est ça. Donc, même si vous n'êtes pas, vous pouvez utiliser l'outil en demandant, mais tiens, quel est mon chemin de vie? Mais bon, moi je vais utiliser d'autres outils, mais qui sont un peu en rapport avec la mécanique quantique, où là je vais demander que l'information arrive. Oui, mais donc si je n'ai pas de réponse, c'est que je ne suis pas sur mon chemin de vie. Et il est fort probable que, bon, il faut être un peu plus grand parce qu'il faudrait être un peu plus précis, mais il se pourrait que vous ne soyez pas sur votre chemin de vie, et qu'il y a des blocages et qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est surtout quand votre vie ne va pas bien, c'est ça que vous se posez. Voilà, quand ça traîne, qu'il y a des blocages, qu'on met plein d'énergie dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a envie de vivre, et quand il n'y a rien qui se passe, eh bien c'est là qu'il faut se poser la bonne question. Et on peut demander à l'univers, tiens, est-ce que le fait d'ouvrir ce magasin, est-ce que c'est bon pour moi? Et si dans les jours qui viennent, relativement court, vous avez une interprétation qui a du sens pour vous, eh bien ce sera la bonne réponse. Vraiment. Merci. Et on peut après, c'est vous, influencer ces signes par Pardon? comment on est vibration, etc. On ne peut pas voir ce qu'on a envie de voir. Ah, ça c'est intéressant. Ah. Eh ben, c'est justement là qu'il faut faire la différence. C'est le problème des voyances, de la voyance. Les voyants, vraiment, pas des charlatans, parce qu'ils ont vraiment des perceptions extrasensorielles. Je fais une émission sur les perceptions extrasensorielles, d'ailleurs au mois de juin. Un voyant a une perception extrasensorielle et il va voir des futurs potentiels. Ok? Bon. Donc c'est des futurs potentiels qui pourraient s'actualiser. On va dire en mécanique quantique que ça s'actualise dans ma réalité. Mais le voyant va voir, donc dans le futur, il va avoir des futurs potentiels. Mais à côté de ça, vous pouvez avoir, comment dire, des pensées puisque c'est vibratoire. Donc si moi je veux avoir quelque chose, hein, eh bien, j'ai également une forme de pensée, comme dirait Gilles. Donc, c'est une vibration. Et c'est aussi un futur. Et donc, la discussion, la problématique du voyant est de faire la différence qu'il y a entre ce niveau vibratoire et le futur potentiel. Ce futur vibratoire qui vient de ma pensée, c'est moi qui pense ça, qui voudrait bien. Voilà, je voudrais bien que mon amoureux revienne. Voilà, je prends cet exemple-là. Okay? Ça, c'est moi qui génère cette pensée-là. Mais le futur potentiel, c'est peut-être pas du tout ça. Et donc, le voyant, c'est ça la difficulté de la voyance, c'est de faire la différence qu'il y a entre les deux. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que les voyants, le vrai, va avoir, comme ici, la difficulté à faire la différence. Il peut très bien se brancher sur des futurs qui viennent de la pensée de l'individu, de la personne qui est en face de lui, hein, ou d'elle, et la personne va dire, ah ben oui, mais c'est ça, oui, c'est ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec un futur potentiel. Et donc c'est ça la difficulté en fait de la voyance. Donc il y en a très peu qui savent faire la différence. Mais si c'est une future pensée,
vous n'allez pas avoir les signes. Ça ne va pas bien fonctionner parce que ce n'est pas ça. C'est un futur potentiel, en fait, mais qui va vous aider à avancer sur votre chemin de vie. J'ai dit à quoi ça sert les synchronicités, c'est un outil pour avancer sur notre chemin de vie. Si vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, vous pouvez alors, le questionnement, on va te demander, mais aidez-moi à aller sur mon chemin de vie. Ah oui, alors là, ça va fonctionner. Mais si vous pensez à un futur, mais qui n'est pas du tout votre chemin de vie, que vous êtes complètement à côté de la plaque, ça ne va pas fonctionner. Parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Donc, peut-être revenir sur cette... oui, ça, il faut... Sur... allez, on va arrière, là. Disons qu'on ne sait pas se situer, évidemment, si on est sur le bon chemin. On ne peut pas être sur son chemin. C'est là que... Voilà. Oui. Ah, si, les événements... On parlait de choses qui ne sont pas dans la synchronicité. Il n'y a pas que les synchronicités. Mais s'il y a des événements qui vous viennent et qui vous sont favorables et qui vous aident à avancer sur votre chemin de vie, eh bien, c'est que vous êtes sur votre chemin de vie. Et si vous avez des barrières, vous sentez, parce que moi j'ai des gens qui viennent et me disent, mais c'est pas possible, il y a tout qui va mal, j'essaye ça, ça ne marche pas. Tantôt, il me dit, mais c'est intéressant, on cherche un emploi, mais bon, okay, ben là ça n'a pas réussi, là ça n'a pas été, pourtant j'ai passé l'interview, ça allait, j'ai passé la deuxième interview, puis paf, après ils m'ont pas pris, etc. Et ça ne va pas, et ça ne va pas. Et donc il n'est pas sur son chemin de vie. Et donc tout le travail... Ça peut être dû à autre chose que... Alors après, c'est lui qui va poser sa question. Oui. Ça peut être dû à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense. Pardon? Elle parle pas néerlandais. Non, mais je veux dire, quand on ne sait pas se situer, parce que c'est là la difficulté, c'est de savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Voilà, moi je me pose cette question. Mais si vous êtes bien dans votre vie, c'est que votre chemin de vie, c'était ça. Il y a des chemins de vie qui sont très simples. Hein. Bon, je veux dire, un chemin de vie, c'est pas devenir président des États-Unis comme Trump. Hein. Non, il y a des vies, donc c'est le sens de votre incarnation. Bon, ça j'en ai pas discuté, mais il y a le sens de votre incarnation, si vous êtes venu sur les... Donc il y a le sens. Si vous êtes dans le sens de votre incarnation, c'est très bien. Mais vous pouvez passer une vie qui est très simple. Il y a des gens, il y a des vies qui sont très simples, c'est très bien comme ça. Mais les gens se sont bien, et puis voilà. Et c'est très bien. Tout simplement. Si vous êtes bien avec vous-même, ben c'est que ça va. Par contre, si vous vous posez des questions et que vous sentez bien que ça ne va pas, mais que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas bien, mais vous sentez qu'il y a même quelque chose à l'intérieur de vous, alors là, peut-être que là, il y a quelque chose à creuser. Et justement, les voyages intérieurs vont vous aider à nettoyer un peu et à faire... Mais ce n'est pas tout le monde, hein. Tous les gens qui ne viennent pas, on ne travaille pas le chemin de vie. Mais certains, oui, parce qu'ils sentent bien que ça ne va pas. Ils ne se sentent pas, ils ne sont pas bien. Alors on va dire que c'est un boulot alimentaire. Voilà. Ils ont un boulot alimentaire. Ben oui, il faut pas payer des factures. Hein. Bon, donc je travaille pour ça, mais je sens bien que c'est pas là que je vais m'épanouir. Si vous vous épanouissez, mais c'est que vous êtes heureux, c'est que vous êtes sur votre chemin de vie. Il ne faut pas se poser des questions. Allez, il y avait des questions. Enfin, il y a des gens qui viennent de loin. Oui. Oui. Il y a une institutrice qui tombe à l'école. Est-ce que c'est une synchronicité? Je ne sais pas quel est le lien qu'il y a entre cette personne qui est tombée au travail chez ton papa et l'institutrice. Quel est le lien entre les deux? Ils se connaissent? Ils sont mariés femmes ou pas? Il n'y a rien. Le même jour. Oui, c'est une coïncidence. Mais voilà, c'est comme tu te promènes sur la via à Knop, hein, et puis tu joues, et puis tout d'un coup, pouf, tu vois ton copain. Ah, tiens, t'es en vacances ici, quoi, non, hein, sur la ville. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, ce n'est pas une synchronicité. Bon, il faudrait analyser un peu plus loin, mais je pense
pense aussi, c'est deux événements qui n'ont rien à voir. L'agent qui se casse la tête, qui fait un accident, qui se casse la jambe, mais ça n'a rien à voir avec les synchronicités. C'est des choses qui se passent dans la vie. Maintenant, peut-être que si ça se passe dans la vie, c'est pas par hasard que ça se passe. Mais ça, on est à un autre niveau. Ça va? Alors, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, sinon... allez, par rapport au questionnement pour aider à cheminer pour le bon chemin, pour les synchronicités, est-ce que vous pourriez donner d'autres exemples qui vous aident, vous aussi, à avancer positivement? Eh bien, nous, on s'est posé, parce qu'on cherche un terrain, eh bien, je me suis posé la question en disant, tiens, j'aimerais bien savoir si le terrain est bon pour moi ou pas. Voilà, oui. Eh bien, on est arrivé sur 3 terrains, et à chaque fois, il y a une personne que vu, qu'on ne sait pas du tout, et qui nous a donné des informations sur le terrain. Et surtout, il ne fallait pas les acheter. Il y avait des problèmes cachés. Bien entendu, qu'ils ne sont pas sur le web, tout ça, bien entendu. Voilà, ça c'est un exemple pratique que moi. Jean-Jacques Crèvecoeur, parce que vous savez que maintenant il vit au Canada, là, au Québec, eh bien, il raconte toujours qu'il se posait la question de savoir, tiens, est-ce qu'il va émigrer au Canada ou pas, etc. Et il a demandé 3 signes. Et il a eu ces 3 signes, donc le premier c'était à la radio. Premier mot quand il a lu une plaque, on parle du Québec. Bon, j'en ai du Québec à la RTB. Un panneau publicitaire. Venez au Québec, parce qu'à cette époque-là, il y avait la pour avoir des gens qui émigrent au Québec. Et la troisième, ah oui, c'était ses parents, oui, il téléphone à ses parents qui étaient en Espagne. Et il dit, ah, ça va, ouais, c'est bien, on a rencontré des gens. Ah oui, ça dit, ah oui, très sympa, etc. Ouais. Et tu sais où ils habitent? Au Québec. Il dit, mais voilà, j'ai les 3 C. Voilà. Faites des expériences, des petites expériences. Il ne faut pas me croire. Faites-le vous-même. Testez-le avec des petites choses, des petits questionnements, et vous demandez. Allez, on est en 7 jours, hein, et vous demandez 3 signes. Et ça va vous aider. Et si ça ne marche pas, eh bien, continuez. La persévérance. Dans le type de société, c'est pas tout à fait pas l'autre. Enfin, oui. Attendez, d'abord, la madame là derrière, et puis à vous. Hein, ça va? Oui, donc je me retrouve en voiture, très bien parquée, sur une place de parking bien délimitée par une ligne blanche, à l'arrêt parce que j'attends quelqu'un, j'enlève ma ceinture, je prends un livre, j'attends. Oui. Et il y a une voiture qui me rentre dedans, ou plein milieu. Oui, bon. Okay. Mais quelques jours avant, je faisais des études et j'avais besoin au mois de juin de temps pour étudier, faire mon travail. Mais comme je travaillais plein temps, je n'avais pas ce temps. Donc, le seul moment que j'avais, c'était de me retrouver chez moi, tranquille, malade, en accident de travail, pour avoir mon salaire plein. Donc la solution, c'était l'accident. Je n'ai pas pensé à tout ça, j'avais besoin. Donc j'ai besoin. Donc c'est pas une question, c'est j'ai besoin de temps pour étudier. Comment je fais? Voilà. Et puis il se fait que cet accident est arrivé quelques jours après. Mais alors si vous posez la question comment je vais faire, alors... Je me suis dit comment je vais faire. Voilà. Alors si vous posez la question comment je vais faire, mais je n'ai pas de solution, alors on va dire que ça rentre dans le modèle de la synchronicité. Ça c'est plutôt la loi de l'attraction. Oui, mais c'est la loi de l'attraction, la synchronicité, c'est la loi de l'attraction. Parce que, oui, vous attirez la colombe, on pourrait dire, c'est de la loi de l'attraction qui est là derrière, qui fait que justement, l'oiseau, il se trouvait là, et tu tues, et il s'envole, etc., etc. Donc, la loi d'attraction, elle est derrière, en fait, ça. Mais, voilà, donc, je répète, on m'a demandé de donner une conférence sur les synchronicités. Je prends la définition de la synchronicité, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a des tas d'événements dans la vie. On ne va pas dire que ça rentre dans ce modèle, parce qu'un modèle, c'est une boîte, hein. Clac, clac, c'est une boîte. Mais la vie, elle est beaucoup plus... Enfin, le monde, est beaucoup plus complexe, il n'y a pas que ça. Mais l'objectif ici, c'était que c'est un outil, donc je vous invite à utiliser l'outil. Ça va? Allez, madame. Ça va pour les questionnements. Oui. Est-ce qu'on peut aussi poser la question, on peut créer 3 signes pour un enfant, par exemple?
Pas pour moi, même pas en enfant. Généralement, non. Ah, alors attention. Ça, il faut être très prudent par rapport aux autres. En principe, on ne pose pas des questions pour les autres. Il y a, sauf si l'enfant ne sait pas parler, là on peut le faire donc jusqu'à 1 an, 2 ans, mais il faut l'autorisation de la mère, si vous n'êtes pas la mère. Il faut demander l'autorisation de la mère. Ou alors les personnes qui sont plus âgées et qui, voilà, elles n'ont plus leur esprit. Et alors là, vous pouvez demander parce qu'elles sont dans un état où elles n'ont plus leur libre arbitre. C'est une question de libre arbitre. Sinon, vous enfreignez en fait le libre arbitre de la personne. L'enfer est pavé de gens qui avaient de bonnes intentions. Attention. Vous avez une bonne intention. Oui, c'est pour l'aider. Oui, c'est pour l'aider. Extrêmement prudent. Travaillez sur vous-même. Soyez égoïste. Ah, choqué, ça. Moi, je donne des grands pieds dans la fourmilière. Et ça des adultes ou les enfants peuvent aussi utiliser Si, les enfants peuvent utiliser. Ça marche peut-être mieux parce que généralement, ils mettent moins de croyances limitantes. Et ça pourrait marcher beaucoup mieux avec les enfants parce que eux, moi je vois bien ici dans les voyages intérieurs, hein, puisque c'est l'état modifié conscient, avec les enfants, ça marche beaucoup mieux. Hein. Ils ne mettent pas, ils se posent pas les questions. En plus, il n'y a rien à faire. Je leur dis, mais surtout, ne fais rien. Tu te relaxes, max. Alors eux, ben, ils sont aux anges. Donc, les voyages intérieurs fonctionnent beaucoup mieux, en fait, avec les enfants. Parce qu'ils ne mettent pas des barrières, les adultes. Vous vous bloquez vous-même. Vous vous auto-sabotez. Allez, ma vidéo, là, arrêtez de vous battre contre votre inconscient, mais c'est ça. Vous ne vous rendez pas compte avec vos croyances et vos préjugés et autres, mais vous vous mettez dans une boîte vous-même. Et tout le travail ici, ben moi, je chante dans vos croyances. Je me dis, oh, t'es... Mais oui, pour vous faire réagir. Et que, vous savez, en analyse transactionnelle, on parle des injonctions parentales. Soit parfaites, soit fortes, des méchants, enfin bon, il y en a 5, mais il y en a d'autres, il y en a plus, il n'y a pas que ces 5 là, mais c'est les plus fréquents. Mais c'est quoi une injonction parentale? C'est les parents, mais il n'y a pas que les parents, c'est tout le système éducatif qui vous fout dans une boîte, hein, qui a été mise dans votre cerveau, hein, ceci, hein, soit parfaite. Hein. Et vous foutez une pression phénoménale sur les épaules pour être parfaite alors que c'est impossible d'être parfait. Il y aura toujours un emmerdeur qui va venir vous critiquer. Et vous ne supportez pas la critique. Quand on a un critère de perfection, c'est pas possible. On ne supporte pas en fait la critique. Si vous ne supportez pas la critique, vous avez un critère de perfection. Et vous foutez une pression phénoménale sur les épaules. Alors j'ai fait une émission sur le burn-out et j'ai dit le message, l'émission est sur mon site. Si vous avez soit parfaite et une autre structure psychique qu'on appelle le modèle de la pédagogie noire d'Alice Miller, très grande dame, si vous avez l'opportunité de lire ses livres, c'est très intéressant, qui correspond aux besoins et aux limites. C'est-à-dire ce sont les gens qui remplissent les besoins des autres et qui ne remplissent pas leurs propres besoins. Et qui ne savent pas dire non, et ils sont toujours embarqués dans des bazars, et ils aident tout le monde, etc. Mais à la fin, ils n'ont plus de temps pour s'aider. Eh bien, ces personnes qui ont ces deux structures psychiques, donc soit parfaites, soit parfaites, et besoin limite, parce que c'est les deux faces de la même pièce, j'ai dit lors de l'émission, autoroute vers le burn-out. Hein. Tous les gens qui viennent chez moi qui ont fait un burn-out, systématiquement, ils ont ces deux structures psychiques. Il y en a d'autres aussi, mais ceux-là, je les retrouve chaque fois. C'est vous-même, en fait, qui allez vers le burn-out. Et maladies. Et tout le travail va être de... Pardon, et les maladies aussi. Oui, alors les maladies, ça c'est bon, un autre sujet aussi. À Montréal, j'ai envoyé un abstract justement sur le centre des maladies, donc je vais en principe parler de ça. Concret, là aussi, derrière les maladies. Donc, si vous avez un cancer, hein, bon, le mot est un peu fort, mais c'est votre inconscient qui a été choisir cette solution-là parce qu'il n'avait pas d'autre solution.
Vous entendez ce que je dis? C'est gros hein, quand même, c'est énorme. C'est votre inconscient qui a été choisir cette solution-là parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. On va dire que c'est une solution archaïque, bien entendu. Et en fait, derrière ça, c'est une question de temps. Parce que si vous n'avez pas fait ça, vous auriez déjà parti. Okay? Et donc, c'est ça, c'est un gain de temps. Et tout le travail va être d'aller nettoyer ce qu'il a derrière. Il y a 100, moi j'ai écrit des e-books, si vous allez sur mon site web, il y a des e-books cancérales, cancérales, je passe en revue en fait, le sens qu'il y a derrière un certain nombre de produits, bien entendu, mais déjà celle-là, c'est le plus fréquent, avec un taux de survie qui est le plus faible. Hein. On est entre 10 à 30% de survie à 5 ans. Parce que c'est pas à 6 mois qu'il faut regarder la taux de survie, ça c'est une construction, ça c'est des industries pharmaceutiques. C'est ce qu'on vous dit à la TV là. Il faut regarder à 5 ans. Maintenant on parle même de 8 ans. Les études qui se font sur 8 ans, et on regarde le taux de survie. Taux de survie, ça veut dire que la personne est toujours vivante. Hein? Parce qu'après une chimio, ça tue tellement l'individu qu'il ne meurt pas en fait de ce cancer, mais on a tellement abîmé les reins ou le foie, ben bouffe les reins lâches ou le foie lâche, etc. Mais le problème c'est qu'ils ne sont plus là. Hein. Donc voilà. Donc, mais ça c'est un autre sujet là. On sort un peu de la complexité et du monde de la mécanique quantique. Là on n'est pas du tout dans le monde de la mécanique quantique, on est dans le monde de la biologie. Il y a un sens biologique à tous les symptômes, même le rhume. Hein. Il y a un sens biologique qui est derrière ça. Moi, je travaille par ça pour aider les personnes à sortir de quoi qu'est-ce que ça m'arrive, etc. Il y avait quelqu'un qui avait une question. Ah oui, oui, voilà. Est-ce qu'on peut dire que le drill de l'utilisation de la synchronicité peut amener une amélioration, le drill, donc l'utilisation répétée, peut amener une amélioration de la rapidité ou de la qualité de la réponse? La qualité est quoi encore? La rapidité, quoi. Est-ce qu'on peut conditionner de pouvoir avoir la réponse sur un certain type? Je dirais que l'expérience, on va dire, moi je vais parler plus ici de l'expérience, c'est une question de confiance en soi et de donner le temps. Et si vous dites, moi je veux 3 signes, mais en ayant 1 heure. Bon, ça vous avez un ego qui est un peu développé. Non, donner le temps au système. Il faut donner du temps au temps. L'univers a besoin, quand il vient vous aider, il a besoin de temps. Voilà. Donc, donnez quand même du temps. Donc, dites 5 jours ou 7 jours. Voilà. Quelque chose qui est raisonnable. Mais si on a utilisé cette technique-là et que, finalement, je veux dire, est-ce qu'on peut se dire que à force de l'utiliser, le retour va pouvoir être plus rapide? Si c'est juste pour vous, je n'ai pas la réponse à ce genre d'affirmation. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'univers est là pour nous aider et il n'y a pas d'excès. C'est sans modération. Bon, il y a des choses dans la vie qui sont un peu avec modération. Hein. Mais ils sont là pour nous aider. Dans la Bible, il est écrit, frappe et on t'ouvrira. Cherche et tu trouveras. Demande et tu recevras. C'est Matthieu. Mais puisque monsieur aura de la foi et de l'expérience et confiance, c'est vrai que ça va être un fameux outil. Hein. Peut-être que ça ira plus vite, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu que ça irait plus vite. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question d'avoir confiance, la foi, d'avoir confiance en fait dans le système. Est-ce que ce sera plus rapide ou pas? Ou de meilleure qualité? Est-ce qu'on peut conditionner le retour, la manière d'avoir le retour? Je serais prudent. Voilà. Mais c'est mon point de vue personnel. Je m'engage que moi. Mais ici, donc, je vais rebondir en fait sur ce que vous dites, parce que vous parlez, oui, on répète, etc. C'est sans modération. Hein. Demandez, vous pouvez demander tous les jours. Moi, à chaque patient, je demande. Hein. Toute la mécanique quantique avec chaque patient. Donc, je fais des choses, en fait, que généralement, le patient, il n'est même pas au courant. Mais je fais des choses, j'utilise sa mécanique quantique à chaque fois. C'est sans modération. Ils sont là, le non visible, hein, le monde invisible, comme on dit parfois. Il est là pour nous aider. Nous, on est dans l'incarnation. Et ils ont besoin de nous pour faire avancer le système. Et la société va très mal. Vous disiez il y a quelques instants qu'il ne fallait pas parler pour l'autre.
Et vous le faites. Alors, oui, parce que je suis un psychothérapeute et qu'il y a une demande. Ils viennent chez moi et ils demandent. Non, ils ne viennent pas chez moi. Mais je ne le ferai pas pour une personne qui ne le demande pas. Parce qu'il y a une demande. Nous, les enfants et les personnes âgées qui ne sont plus propriétaires de leur pouvoir. Voilà, donc c'est une question de libre arbitre en fait. Donc les petits vieux qui est là, vous vous rendez compte, mais non, ils ont plus sur leur tête. Alors à ce moment-là, oui, mais il faut être quand même prudent, mais vous pouvez, ou les enfants qui sont trop petits et que là, vous ne savez pas discuter avec eux, ou ils ont une pathologie, que c'est pas possible de discuter avec eux. À partir du moment où l'enfant, ben, il faudra adapter le vocabulaire aussi, bien entendu, mais à partir du moment où vous pouvez discuter avec l'enfant, et ça peut se faire très tôt, hein, à 2-3 ans, vous pouvez déjà commencer à discuter avec des choses, surtout maintenant, il y en a certains que... Et là, c'est déjà fini. C'est une question de libre arbitre. On peut demander lui à demander quelque chose. Ben oui. Mais avec des, vous pouvez utiliser des images, vous pouvez utiliser des choses très simples, mais qui sont adaptées à son âge. On est dans la pédagogie. Et lui, il va pouvoir percevoir. Non, c'est un questionnement. Ah, c'est évident. Vous savez, les enfants perçoivent beaucoup plus que vous pensez. Les enfants ont, à la naissance, ils ont plein de perceptions extrasensorielles. Et en fait, c'est l'éducation qui va couper ça. Et certaines personnes conservent ça. Et peut-être qu'ici, il y a des gens, il y a peut-être quelques personnes qui ont des perceptions extrasensorielles et qui n'osent pas en parler. Parce qu'on les traite de folle ou de fou, alors là, d'un côté, Camille, elle a des perceptions extrasensorielles. Pour l'exemple de la et elle sent les canals, et voilà, des informations qui lui arrivent. Et elle l'accepte. Et au contraire, à partir du moment où on accepte, ben, ça peut commencer à se développer. Donc ici, à mon avis, il y a des gens qui ont des perceptions extrasensorielles. Qui ose lever son bras pour signaler qu'il a des perceptions extrasensorielles? J'avais demandé. Pardon. Je demande quelles sont les personnes qui osent lever le bras parce qu'elles ont des perceptions extrasensorielles et qu'elles osent rester bien. Merci. J'ai fait une émission au mois de juin sur les perceptions extrasensorielles. Et donc, le message, à chaque émission, j'essaie de faire passer un message. Et j'ai dit, le message, c'est celui-ci, c'est de dire, si la nature vous a donné ces dons, ces perceptions extrasensorielles, ok, plus de talent, des compétences, vous avez acquis, positif, votre travail, etc., etc. Vous avez un devoir moral ou civique de l'utiliser pour le bien de la société. La société est très mal. Et c'est pas ce qu'on nous raconte à la TV ou à la radio. Et on sait maintenant, si on prend le modèle des ouvertures temporelles, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est dans moins de 45 ans. Dans moins de 45 ans, donc on n'a pas encore une éternité. Hein. C'est moins de 45 ans. Il y a encore des événements qui doivent se passer pour un peu définir, mais ce sera dans moins de 45 ans. Et ça va faire très mal. Vous savez qu'aujourd'hui... Je vous en prie, vous parlez dans ces termes-là, alors qu'il n'y a personne qui a posé la question de savoir ce que vous êtes en train de raconter. Alors peut-être que vous devriez peut-être modérer ce que vous êtes en train de dire. C'est votre point de vue. C'est mon point de mais vue. c'est pas moi. C'est moi qui suis le conférencier. Plus loin et c'est moi qui m'en aller décide. dans 2 minutes et si on vous a continuez à raconter des bien, histoires, même qu'elles soient vraies. Mais vous pouvez rester voilà. là devant, vous avez envie, vous la sauvez, continue. vous pouvez vous le permettre. Moi je suis un simple lambda. Je ne peux pas me le permettre. Non, c'est pas ça. La respecter. J'ai parlé des perceptions extrasensorielles, j'ai demandé, il y a plusieurs personnes qui ont levé les bras, donc je vais un tout petit peu plus loin pour les gens qui ont une ouverture d'esprit et pour ceux qui sont intéressés. Et je dis, c'est les modèles des ouvertures temporelles, c'est Jean-Pierre Garnier-Mallet, vous tapez sur Internet, Google, ouverture temporelle, vous verrez ce qui est écrit, vous pouvez aller suivre une formation chez lui, dans Paris, partez le matin, vous revenez samedi matin et vous revenez dimanche soir pour l'initiation, et vous aurez des informations. Donc je dis ça uniquement pour les gens qui sont intéressés.
Je dis parfois que je mets des petites graines dans le cerveau. Voilà. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, vous dites, oh, c'est des copies. Eh bien, oui, c'est très bien. Mais peut-être il y a quelques personnes qui disent, non, tiens, ça m'intéresse. Tiens, je veux aller voir ça. Je veux aller voir cette personne-là. Et là, vous aurez un modèle. Et ça a été publié. C'est très scientifique. Hein. Garnier Mallet, c'est un physicien quantique, mais dans le but, il y a un niveau. On l'appelle le French Einstein, hein, aux États-Unis. Au pire. Il a prédit, la dernière fois que je l'ai vu, donc il y a quelques mois, il nous a dit, dans 100% des choses qu'il a prédit, il y a 70% des choses qui ont été démontrées physiquement que c'était correct. Donc il a avancé des choses, il a dit il y a ça, 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 etc. Il a prédit ce modèle mathématique et géométrique dans ce cas-là, a prédit un certain nombre de choses. Aujourd'hui, avec les techniques, les outils qui existent, la NASA, entre autres, il n'y a pas que, mais a pu démontrer 70% des choses qu'il a prédites. Et il n'y en a aucune qui ont pu démontrer que c'était faux. Mais il reste encore 30%. Et aujourd'hui, on n'a pas les outils pour dire que c'est faux, ou que c'est vrai. Donc, je répète pour répondre à monsieur là qui fait un commentaire, je vous lance des informations, ce sont des petites graines que je vous envoie. Mais vous pouvez aller vérifier. Tout ce que je dis, vous pouvez aller vérifier. Dans la mesure où la pensée créatrice, pourquoi ne pas être positif plutôt que de dire que le monde va mal et dire que le monde va bien? Oui, ok. Ça c'est bien, la pensée positive et la pensée créatrice, etc. Cependant, il y a une réalité. Hein. Vous avez un Trump qui est là, il y a un Macron qui est en France. Ouh là là, ça va faire très très mal. Ça c'est la réalité. Vous parlez de semer une graine, et là, semer une graine devait dire peur, dans les consciences collectives. Écoutez, beaucoup de gens qui m'écoutent ici, on dit, oh, il raconte un truc, ça n'ira pas plus loin. Voilà. Mais je répète, si vous voulez aller plus loin, il y a moyen d'aller plus loin. Voilà. Alors c'est bien la pensée créatrice, etc. Il y a beaucoup de bouquins, il y a des gens qui ont des conférences. Mais attention, on vit dans la réalité, on ne vit pas sur un petit nuage. Vous payez vos factures tous les soirs. Attention, c'est quand même notre réalité. Hein. Bon, cependant, il y a moyen d'améliorer le système, et entre autres les HP, hein, ce qu'on appelle les hauts potentiels, il y a un sens de leur arrivée. Et c'est justement pour ça, et j'ai écrit un papier là-dessus, qui se trouve sur mon site web, pour les gens qui s'intéressent à ça. Il y a une réalité. Mais il y a moyen de changer cette réalité. C'est ça. C'est-à-dire, Gandhi a dit, soit le changement. Soit le changement. Donc, changez vous-même. Et en changeant vous-même, vous n'êtes pas ricochet, on va dire. Mais l'objectif n'est pas de vouloir changer l'autre ou le système, mais enfin, même des aspects pratiques, mais c'est d'abord de changer soi-même. Et alors, à ce moment-là, il y a des choses qui vont se passer. Et si vous avez le pouvoir de changer un certain nombre de choses, vous le faites. Dans l'amour. Parce que c'est la seule chose qui existe. C'est l'amour ou non-amour. C'est la dualité. Alors, c'est vrai que je vous ai un peu choqué, je suis sorti avec un certain nombre de choses, d'informations, mais c'est moi, voilà, je suis comme ça, et je choque. Bon, j'ai une formation en psychologie, allez, ce qu'on appelle encore ça, les thérapies provocatives, voilà, ce qu'on appelle les thérapies provocatives, et donc parfois, il faut un peu provoquer, parce que c'est ça qui va secourir en fait la personne et va la prendre, lui faire prendre conscience. Parce que parfois on est un peu embrouillé. Et parfois il faut un peu secouer. Et puis voilà. Donc c'est trouver le meilleur moyen, le meilleur outil pour faire avancer la personne sur son chemin de vie. Mais c'est vrai que je le fais avec ma personnalité. Ben, c'est moi ça. Voilà. Et j'ai parfois dans un certain nombre de cas, je suis un peu plus
Eh bien voilà. Alors, c'est encore évident que ça passe un peu moins vite. Okay. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'il y a voilà, donc, ah ben c'est bien, il y a un peu de vie là. Hein.